Ah oui, dans mais la c'est non. chanson. Ça, c'est la musique de. Ouais, c'est Christian. C'est Ouais. qui produit une artiste Ouais. là. Mais ouais, on peut lui demander s'il veut. Ils ont dit quoi? Kaïmoula. Les millionnaires sur le papier de je sais pas quoi. Là, je fais ah ouais, d'accord, ça part en couille cette histoire. Ah, t'as la coup dans les Donc l'an cheveux. prochain, tu veux faire un événement, un side event pendant BTA, c'est sûr. On Ah, devrait mais faire- là, on ils sont extrêmement chauds, là. Les gens. Ouais, ils veulent même prendre un gros stand parce qu'ils disent on a tous des trucs à vendre finalement. Ah bon? Ah si, ils payent le stand, nous on est chaud. Bon, non, mais on va tous participer. Ah ouais? Et sinon, on a le livre. Putain, j'avoue, le gars m'a relancé en plus pour le livre. Tu es sûr que tu veux faire le livre là? Hey. Shalom! Salam. Salut. Et bienvenue encore dans ce nouvel épisode du podcast au format L'œil de l'entrepreneur. L'œil de l'entrepreneur. J'espère. En plus, Ouais. on publie à midi, là. Donc, pour ceux qui ont faim, on va parler de restauration. Exactement. Et j'avoue que c'est l'une des demandes qu'on a eu beaucoup, qu'on parle de ce film, The Founder, qui a énormément, je pense, marqué tout le monde en termes d'aventure entrepreneuriale. Ben, il y a de quoi. 23 milliards de dollars, je vois. Ah. 23 milliards de dollars. Ce groupe pèse 23 milliards de dollars. Et l'histoire. 40 200 restaurants. Ouais, et McDonald's, comme ils disent à la fin du film, aujourd'hui nourrit chaque jour 1% de la population Oui, mondiale. j'ai vu la stat. J'aime beaucoup. Ça m'a vendu du rêve. J'étais là, je fais, mais oui. Pour ceux qui l'ont pas vu, on parle du film Le Founder, fondateur. En français. Le fondateur, ouais. Un film incroyable, incroyable. Enfin, je pense dans la communauté entrepreneur, quand même, les gens l'ont vu. Mais Oui, parfois, tu entends les gens dire ah ouais, je savais pas qu'il y avait ce film-là. exactement. Et parce que je pense qu'il a eu un gros succès commercial. Mais... Ah, quand même. Ouais, j'ai Ok. regardé, il a bien performé. Franchement, c'était pas, je peux te dire ça. Moi, je crois que je l'ai vu au cinéma. Ouais, et Ouais, il a c'est bien vrai, performé. Alors, je peux même te dire, tu vois, c'est parmi, en termes de critique, il a eu une belle distribution, mais c'est juste qu'il a pas gagné de prix, il a pas gagné de trucs comme ça. Donc, en fait, c'est pas un film où les gens en ont entendu parler longtemps. Quand il est sorti, les gens sont allés voir, mais c'était pas, bon, c'est comme toujours. Malheureusement, c'est pas des films dont beaucoup de gens parlent. En tout cas, rarement une entreprise a marqué la culture populaire Ouais. comme McDonald's. Enfin, Exactement. Je veux dire, c'est l'équivalent de Apple en termes d'impact. Oui, en termes de Ouais, marque forte, ouais, c'est en l'une des termes marques de les marque plus connues forte. au monde. Ouais. Même si elle va pas avoir une aussi grande pénétration, peut-être. Ben, je pense que si, parce que McDo Apple... n'est pas en Afrique, par exemple. Oui, bon, ça y est, vous avez commencé. McDo n'est pas en Afrique. Les Africains connaissent Comment ça, McDo. vous allez commencer? Mais ça, c'est le Donc, panafricanisme, genre en mode... En Genre... plus de dire que t'es pas malien, tu veux aussi sortir de Non, l'Afrique? non, c'est pas ça. Ah, Ça, c'est bon, un truc d'Africain de méfie-toi. dire, comme on n'est pas chez nous, on n'est pas quelque part. Mais oui, mais pourtant, oui, les gens ont des iPhones. Mais Il y tu a as pas vu, de- tu as vu un Apple Store ici? Non. Mais tu as un iPhone? Oui. Mais parce que tu peux pas emporter un Non, mais Big tu Mac vas pas partout. commencer à débattre sur le fait que Apple a plus de pénétration. Ils font plus de thunes, ça c'est clair et c'est indéniable. Mais je veux dire, en termes de reach, c'est-à-dire qu'il y a des McDo dans des zones où il n'y a pas de gens qui ont des iPhones. Tu vois, il y a vraiment... McDo, c'est vraiment, pour moi, l'incarnation, et c'est ce qu'il disait dans le film d'ailleurs, c'est un truc qui, d'ailleurs, bon, on va revenir dessus, mais il dit, quand il a lancé l'idée de McDo, Ray Kroc dit la vision, c'est que McDo soit la nouvelle église américaine. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un sujet de soft power Ouais. qui est indéniable. Mais moi, je pense que ce qui a marqué la culture populaire, et c'est pour ça souvent qu'il est mis à côté de Social Network, Mhm. en termes de business, c'est que c'est quand même le film qui explique, encore une fois, les problèmes entre associés, pourquoi avoir l'idée, ça suffit pas. L'envers du décor. Exactement, et qui montre le businessman avec Ouais. les dents versus les gentils inventeurs. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a quand même une Il y a- belle... il y a tous les ingrédients du storytelling. Oui, Le gars, le loser. voilà, qui n'y arrive pas au qui- début. Je crois que Ray Kroc, qui est donc Ouais. le fondateur de McDonald's, mais vous allez comprendre que c'est plus compliqué que C'est ça. pour ça que le nom, c'est Le Fondateur. Je pense qu'il est très âgé hein, quand Oui. il commence cette aventure-là. Non, ouais, il a McDonald's- quel âge même? Faudrait voir McDonald's, ça. alors, je vais te dire... Il a une cinquantaine d'années. McDonald's, ouais, c'est une bonne question parce Ray que Kroc. c'est dans les années 75, donc il a dans les années 70, ouais, il avait quand même 1934, donc il avait Il est né en 1902. donc il avait 32 ans. 32? C'est pour ça qu'il Ah, était j'aurais plus dit plus vieux. T'aurais dit plus vieux. C'est le gars de KFC qui était vraiment âgé. lui. Voilà, oui, Colonel Ouais. Sanders, bah oui, que tu vois sur le Ouais. truc là, non, il est vieux. Et c'est moi surtout ce qui m'a marqué dans le film, je tiens à le dire aussi pour ceux qui l'ont pas encore regardé, mais quand moi je l'ai revu, ce qui m'a marqué, c'est il a été très bien réalisé. C'est-à-dire que tu sais, moi, on a Et ouais. Juste, excuse-moi, en fait, non.
En fait, en 32, Mhm. c'est le début de McDonald's, la famille McDonald's. Ah, Mais ok. lui, il débarque dans l'histoire Ouais. en 60. Hein. Donc 52 ans. Oui, il est en Voilà, 54. voilà. Donc, tu as raison. C'est à 52 ans Ouais. qu'il rentre dans le truc. Donc, il y a quand Donc, même pour tous ceux qui veulent être qui les veut se lancer prochains là-dedans. McDonald's, sachez que ce monsieur-là a commencé 52 ans. à 52 ans. Et c'est important ce que tu dis. Tu fais bien d'attirer ça parce que tu as raison. Et l'une des valeurs. D'ailleurs, je pense que dans cet épisode, c'est l'occasion pour moi de te proposer qu'on rajoute une valeur dans nos piliers. Résilience. Au-delà de la résilience, moi, je pense que c'est ne jamais sous-estimer le temps. L'importance du temps que prennent les choses à être faites. L'importance aussi que il y a certaines choses qui donnent un certain âge pour être faites. Je pense que le même Ray Kroc, tu le prends à 30 ans, il n'aurait pas forcément réalisé à quel point McDonald's c'était une opportunité. Parce qu'il avait 50 ans, je pense qu'il avait accumulé un tel niveau de connaissances et d'expérience qu'il a pu faire ce qu'il a fait aussi. Ouais. Impatient dans... La patience. La patience dans le résultat, mais impatience dans l'action. Ouais, impatience dans l'action. Ouais. Mais moi, le gros truc, c'est vraiment, ouais, tu fais très bien de relier parce que même dans notre podcast, souvent on reçoit des gens et les gens ont tendance à oublier leur âge. Tu vois, l'un des meilleurs exemples, c'est Fabrice qui a l'air toujours éternellement jeune. Et quand tu rappelles aux gens l'âge de Fabrice Sawagnon, tu vois, je pense beaucoup ça les choque. Quand tu te rends compte, par exemple, qu'il est beaucoup plus vieux qu'Assalfo. Tu vois, donc c'est vraiment un truc, je pense, qui est important. Tu as bien fait de faire attention. Ouais, et ça joue dans l'histoire du film parce que tu as raison. Quand le film commence, il y a quand même une grosse partie il a quand même un gros bagage, on va dire. Bah oui, c'est le gars, vraiment le cliché du vendeur américain qui allait de porte en porte, qui essayait de vendre des mixeurs, qui avait son speech tout fait. Ouais. Pas bon vendeur, quoi qu'il en soit, c'est que c'est éprouvant. Il y a une reconnaissance qui est très basse. On te claque la porte. Oui, c'est un métier difficile. Hein. À 50 ans, sur la route. Ça se répercute aussi sur ta vie de couple. Donc, non, le film est bien fait là-dessus. Il plante le décor. Et ben, tu vois, d'ailleurs, pour dire ça bien fait, tu as un très bon point qu'il fallait que je relève. C'est l'un des premiers films, je vois, qui, dès les premières minutes, t'accroche. Tu vois, parce que tu sais, moi, je fais des extraits. Oui. En fait, le premier extrait que moi, j'ai choisi, c'était dès la 47e seconde. Tu sais, la première image, il est en train de faire un grand pitch sur pourquoi vous vous dites, mais pourquoi il vous faut ce mixeur Pourquoi il vous faut ce mixeur. Donc, on vous mettra l'extrait, que je trouvais un très bon pitch. Le pitch, tu sens qu'il a bossé le pitch. Mais, avec tout ça, à la fin de l'histoire, le gars lui dit non. Ouais. Et c'est là où tu vois qu'en fait, il y a un truc aussi de leçon de business qu'on peut tirer. Comme moi, j'ai vu ça, je me suis dit, beaucoup de gens pensent que l'important, c'est le pitch. Alors, si tu as un bon pitch, tu vendras toujours. Et lui, c'est l'exemple du gars qui vraiment avait préparé, il a un pitch incroyable, mais en fait, juste, ça vend pas. Il n'y a pas tant de gens que ça qui veulent son produit. Non, le succès, il va être dans la répétition de son pitch. Combien de fois il va l'exposer? Exactement. Et l'autre truc qui m'a marqué, aussi une autre leçon que moi je voulais tirer, parce que c'est diffus dans le film, mais je pense que c'est important qu'on le relève sur l'Afrique spécifiquement, c'est que tu es aussi prisonnier de ton marché. Tu sais, quand on a eu Mohamed Diaby ici dans le podcast, il a dit une chose que les Africains sous-estiment, c'est à quel point tu es dépendant du macro. Ouais. Et lui, un truc qui m'a marqué, un autre passage qui m'a marqué moi dans le film, et je n'ai pas mis un extrait, c'est à quel point il était incrédule quand sa secrétaire lui dit qu'il voulait 8 machines pour faire du mixeur. Parce qu'il arrivait à peine à en vendre une à chacun des restos auxquels il allait. Et quand sa secrétaire lui dit, mais en fait, ils en veulent 8, il dit, c'est une erreur, c'est impossible. Ouais. Et il dit, je vais les rappeler. Tu as dû te gourer, je vais rappeler. Ouais. Et quand il rappelle, effectivement, il lui dit, bon, il y a une erreur, vous en voulez pas 8. Hein. Et le gars lui dit, ah oui, c'est vrai, ouais, c'est pas 8 qu'il faut, c'était une erreur. Ramenez-en 9 ou 10. Et là, en fait, c'est un truc, je pense que peu de gens réalisent, c'est que je pense que même si c'était un grand commercial, le produit qu'il vendait était un produit dans un marché difficile, qui était les diners. Tu vois, et il en parle d'ailleurs au long du film, il n'arrête pas de dire les diners, en fait, ça performe pas bien, l'expérience n'est pas terrible. Et pourtant, c'est eux qui vendaient. Donc, un entrepreneur qui regarde le film, je sais pas si les gens ils se réflexent, mais moi, ce qui m'a marqué, parce que c'est une question que je me pose beaucoup maintenant, c'est qu'au-delà de à quel point tu es bon, il y a aussi à quel point tu as bien choisi qui sont tes clients, dans quel marché tu es. Et ça, en Afrique, je pense que c'est important quand même. Ouais. Mais tu sais, un truc qui n'est peut-être pas au cœur du film, mais moi auquel je pense quand je pense à cette introduction, c'est vraiment la force mentale. Oui, la résilience. Ouais, mais tu vois, parce que tu vois qu'il a une 50aine d'années et tu vois, même si on te montre
que quelques rencontres avec des clients, tu sens que ça a été sa vie pendant très longtemps. Très vrai. Oui, c'est vrai. Longtemps. Il a vendu plein de produits. Tu vois. Et chaque fois quand il parle en famille ou autre, alors c'est quoi maintenant, tu vois, il y a la blague autour de lui. Ça, c'est très vrai. Ouais. Tout au long du film, tu sens qu'il a accumulé quand même aussi. Mais comment est-ce que tu fais pour, en fait, toujours te dire que là, je tiens le gros truc. Comment est-ce qu'il maintient cet espoir-là, en fait? Ah oui. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'un des choix que moi j'ai choisi, c'est le truc qu'il écoute. Tu sais, il écoute un motivateur. Oui, le gars lui dit la persistance est la seule chose qui permettra du succès. Oui. C'est pas l'intelligence, c'est pas l'éducation, c'est pas le génie. Et il incarne vraiment ça. Et en fait, il écoute tous les soirs ça. Et bon, les gens vont te dire que c'est important du coup les affirmations positives, ça montre l'importance du mindset. Mais c'est ce que tu décris. Je pense que la résilience dans ce film, oui, c'est évident parce que un autre truc qu'on voit pas beaucoup, et ça j'avais choisi un autre extrait qu'on vous mettra, peut-être faudrait qu'on l'écoute pour que tu vois cet extrait. C'est l'extrait qui m'a marqué dans le film, c'est quand tu sais, il va voir le banquier. Et que le banquier dit, mais je vous connais, vous. Ouais. Je vous connais, vous. Je sais plus quoi. Ouais, parce qu'il se souvient qu'il avait fait une autre demande de prêt. Exactement. Ouais. Et en fait, et ça, c'est un truc, je pense que les gens, aussi en Afrique, sous-estiment. C'est, en fait, à 50 ans, tu as une certaine image. Ouais. Qui est difficile à changer, hein. Donc, à 50 ans, même plus jeune. Parce que même, c'est ce que Mossadegh disait. Exactement. Il a pu racheter le grand hôtel de Bamako. Oui. Grâce à une banque, parce que dans son business précédent, il avait de très bonnes relations et il honorait toutes ses dettes. Et voilà, il payait tout. Et c'est ce que tu disais. Il disait que l'entrepreneur, c'est ça que tu as de plus précieux. Ta réputation. Oui. D'ailleurs, ce reel, ça avait beaucoup marché sur. Je pense qu'il avait bien marché. C'était pas celui où il a eu le plus de succès. Tonton Mossadegh fait le buzz. Fait le buzz, exactement. Mais là, tu vas vite parce que tu es déjà dans le. Quand il y a la rencontre du coup. Alors, donc, pour ceux qui savent pas, bon, tant pis, on spoil un peu, mais si vous avez un peu de culture business, vous savez que McDonald's, voilà, ça appartient d'abord à la famille McDonald's. Donc, les frères McDonald's. Mais d'ailleurs, j'ai vu que c'est pas leur vrai prénom, ça. Apparemment, c'est Maurice et quelque chose d'autre. Ils ont changé pour le truc. Et en fait, eux, ça appartient à la base à leur père. Leur père avait fait un restaurant, mais eux, ils faisaient autre chose. Et tu parlais de l'aspect macro. Je pense qu'on est dans une époque aux États-Unis où tout le monde rêve de richesse. Ah, intéressant. Parce qu'ils t'expliquent qu'avant ça, ils ont essayé de faire un cinéma. Oui. Et que 1929 les a défouraillés. Il y a eu la récession. Ça a pas fonctionné. Donc, ils ont essayé après de... Enfin, eux, ils étaient omnibulés par Hollywood. Puis, ils ont abandonné. Puis après, ils se sont rendus compte que le seul gars qui faisait de l'argent dans leur zone... Dans la crise. C'était un gars qui vendait des hot dogs. Exactement. C'est vrai qu'on a toujours besoin de manger, même quand c'est la crise. Même quand c'est la crise, les gens mangeront toujours. Et donc, ils ont décidé de reprendre du coup le concept de leur père. Exact. En faisant ce restaurant. Ça m'a fait penser, parce que je crois que c'est dans la même temporalité, peut-être un peu après. Tu connais le podcast La guerre des business ? Ah oui, tu m'en as parlé, celui qui oppose deux business et qui te raconte leur rivalité. Ouais, tu m'en as parlé. Je pense que, dites-nous en commentaire si vous connaissez, La guerre des business. Tu l'as en anglais, tu l'as en français. Et c'est un podcast qui, un peu, pas fiction, mais en tout cas, qui reproduit un peu les dialogues. Oui. Ah, tu m'as dit qu'il y a carrément des acteurs et tout. Donc, tu as, par exemple, Domino's Pizza versus Pizza Hut. Wow. Et donc, tu as TikTok versus Instagram. Et tu as l'histoire des founders. En parallèle. Voilà, c'est ça qui est passionnant, tu m'as dit ça. Et c'était pareil, c'était aussi... je pense que c'est un peu en décalé parce que le gars dit justement que c'est un grand fan de Ray Kroc. Celui qui a fait le podcast ? Non, le fondateur de Domino's Pizza. Ah, c'est un fan de Ray Kroc. Ouais, mais à cette époque-là, tous ceux qui étaient dans la restauration et qui rêvaient d'empire, le modèle, c'était McDonald's, puisque personne ne l'avait fait. Personne n'avait créé un empire de restauration. Exactement. Donc, vrai. Pour le coup, il voyait vraiment grand. Et donc, on est dans cette époque-là où tout le monde cherche la $1 billion ID. On est vraiment, en fait, dans cet esprit américain de la ruée vers l'or, tu vois. Ouais, c'est normal parce qu'ils sortent d'une grosse récession, du coup. Oui, ils viennent d'une guerre. 1929, voilà, les gens... suivi de la guerre. Ouais. Tu sais, les gens sont vraiment dans un truc où ils se disent non, mais là, il faut que. Et c'est ça, tu sors de guerre. Et c'est des gens, c'est une génération aussi, on n'en parle pas souvent, mais c'est important pour la temporalité. C'est une génération qui, certains d'entre eux, ont connu les deux guerres. Ce qui est difficile
à s'imaginer pour nous. Mais quand tu as fait la Première Guerre mondiale, tu avais 11-12 ans. Et qu'ensuite, il y a la Deuxième Guerre mondiale qui vient. Quand tu sors de ça, en fait, les États-Unis étaient vraiment dans un truc... avec beaucoup de membres de ta famille qui étaient au front, etc. Et donc, tout le monde essaie de se refaire dans... D'ailleurs, à un moment donné, il y a un des franchises... Enfin, il y a pas mal de franchisés qui va chercher dans les anciens combattants. Exactement, et ça, c'est un très bon point. C'est un autre point. Mais donc, du coup, moi, alors, le premier extrait, je me rends compte, peut-être tu en as encore d'autres avant, peut-être qu'il vient un peu tard, je sais pas, tu me diras. Moi, le premier extrait qui m'a marqué, c'est donc, il rencontre les frères McDonald's. Ouais. Là, coup de foot, déjà, il est choqué parce qu'il fait une commande. Et ça, je l'ai mis de cet extrait-là, de la 8e minute. Il fait la commande. Mais tu devrais mettre, on a dit qu'on mettait le son aux gens pour qu'ils entendent un peu, tu vois. Mets le film là. Que les gens tu veux que... Mais oui, que les gens sachent de quoi on parle, parce que vraiment, on insiste. On aimerait vous mettre les extraits en live au beau milieu, comme on l'a fait sur l'épisode de Billions, mais la vérité, c'est que franchement, ça démonétise vraiment, c'est difficile. Donc, on va tenter. Be patient. Et normalement, c'est 8e minute et 20 secondes. Ce qu'on vous propose, c'est on va vous mettre le son pendant qu'on regarde le passage. Et on vous mettra le lien dans la barre pour aller regarder tous les extraits qu'on a sélectionnés sur ou mon TikTok ou sur la story Instagram de Entrepreneur State of Africa. D'ailleurs, si vous ne le suivez pas sur Instagram, c'est un moment de faire un petit plug. Suivez-nous quand même. C'est pas mauvais quand même. Voilà. Du coup, on est allé. Il se dit, c'est quelle entreprise qui lui a commandé autant de trucs et plutôt que de leur. Il se dit, bon, il faut que j'aille voir ça de mes propres yeux. Exactement. Et ça, c'est un autre point. Alors, juste si je peux me permettre aussi. Une leçon pour les gens avant qu'on ait avant de passer au passage, c'est 8e minute et 20 secondes, comme je te disais. C'est que je trouvais, je sais pas si tu as remarqué toi aussi, un truc qui m'a marqué dans ce film, c'est que ça montre qu'en fait aussi, il y a une valeur à rester dans le même domaine. Tu vois ce que je veux dire? Et comme il a fait beaucoup de restauration. Ah oui, c'est ce qu'il dit. J'ai vu tous les restaurants du pays. Donc je peux sais reconnaître que ça là. C'est spécial. Tu vois pas? Et ça, je pense qu'on le critique beaucoup. Alors, bon, après, moi, je suis le premier à dire soyez cohérent. Et faites pas trop de side business. Je pense qu'on ne donne pas assez de poids aujourd'hui à rester 20 ans dans la même industrie. Quand tu fais 20 ans dans un truc, t'as des... On appelle ça des... Tu percutes plus vite. Tu percutes plus vite. Tu sais reconnaître un truc qui est normal, qui est pas normal. Et non, c'est clair. Et c'est dommage parce que je trouve que justement, ce qui est bien, et tu as bien fait de préciser sur son âge, je pense qu'un jeune de 30 ans qui aurait été commercial dans le même domaine, on lui commande 8, il les livre et puis c'est tout. Voilà, il va juste être content. Et puis d'ailleurs, tu noteras que la livraison, dans le film, il n'avait pas à venir. Il est allé, il a traversé tous les États-Unis parce qu'il s'est dit, c'est pas possible, il faut que je vois ça. Il faut que je vois. Et pour d'ailleurs, il a fait genre non, en fait, j'avais un rendez-vous dans la zone, donc je suis passé. Donc l'extrait. Vas-y. Voilà, il arrive. Voilà. Tu vois, il fait la queue. Ouais. Tu vois, déjà, premier signe. Déjà, une cliente qui te dit, t'inquiète pas, ça va vite. Ouais. Quel restaurant dans ce monde aujourd'hui, quelqu'un te dit ça? Et du coup, il est étonné, il est déjà... Give me an hamburger. Voilà, il commande son burger. On n'entend pas bien ton truc là, ton son est pas fort, hein, mon ami. Mais non, mais on va le mettre... S'il met à fond, il faut mettre le son à fond. Là. Voilà, il vient de payer, on lui donne. Il dit, what's this? Il dit, c'est pas possible, je viens de commander. Il dit, bah oui. Il dit, est-ce que tu es sûr? Le silverware, exactement. Et il dit, il est où le plateau? Et je mange où? Vraiment, et il insiste. Le gars est choqué. Et il lui dit, où je mange? Je dis, voilà, dans ta voiture. Dans le parc, où tu veux. Et ce qui est beau, c'est que tu vois, le gars n'a pas l'air surpris qu'il soit surpris. Ouais. Parce que tu sens que oui. Et il y a une bonne petite queue, tu vois. Surtout que dans le film avant, tu l'as vu, on le voit plusieurs fois manger avant. Oui, et c'est normal pour lui de commander, d'attendre. Et tu le vois s'énerver contre des serveuses qui, du coup, se gourrent sur son plat une fois sur deux. Et surtout, il y a un truc qui est subtil, mais je pense qu'il est important pour l'entrepreneur de noter, c'est qu'il faisait beaucoup attention à qui étaient les clients. Ah oui, systématiquement, il regardait ça. Tu le vois qu'il regarde un peu la clientèle. Et dans les autres diners, il disait, en fait, ça attire souvent des hooligans, des jeunes qui n'ont rien à faire. Et là, c'était des familles. Et tu vois, qu'il est vraiment en mode, mais attends, comment il y a autant de familles qui viennent là?
Et du coup, il voit ça et on voit qu'il est vraiment sous le choc. Faut vraiment se rappeler qu'on est fin des années 50. Exactement. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, les gens vont se dire, bon, même je commande. Bon, c'est normal. On est fin des années 50, ça n'existe pas, d'être servi comme ça en moins de 5 minutes. Et donc, du coup, il sympathise avec les frères. Exactement. Et qui lui propose spontanément de venir visiter. Ouais, de venir visiter le système. Ouais. Donc, il visite les cuisines, il voit comment ça se passe. Ouais. Et il dit, les gars, franchement, est-ce que je peux vous inviter ce soir à dîner ? Votre histoire. J'ai besoin de connaître votre histoire. Et leur histoire est fantastique. J'ai fait tous les restaurants du pays. Voilà. Ce que je vois là, c'est juste incroyable. Et ça, c'est intéressant parce que l'histoire, tu vois, j'ai pas pris l'extrait parce qu'en fait, c'est tellement long. En fait, Mais alors moi, justement, mon extrait, c'est un moment de l'histoire. Effectivement, c'est très long. Et très intéressant. Chaque étape de l'histoire. Alors, j'ai pas noté les minutes. C'était quoi ? Mais moi, la partie qui me fascine, c'est quand les frères expliquent comment ils ont organisé leur cuisine. Ah, avec le terrain de tennis. Voilà. Ah oui. Ça me fascine parce qu'en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont été sur un terrain de tennis et ils ont dessiné. Ils ont dit là, on mettrait le grill, là, on mettrait la salade, là, on mettrait. Tu vois, je crois que je l'ai. Essaye 14. Mais tout à l'heure, ton 8 minutes là, ça marchait pas. Hein. 8 minutes 20 ? Sérieux ? 14h45 ou 15h09 ? Je sais pas. Bon, bref. Vas-y, donc tu dis. Tu disais que ça t'a marqué, du coup, cet exercice-là, du coup, de reproduire. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, non seulement ils ont dessiné, mais après, ils ont appelé leur staff. Ah oui, pour reproduire ce qui se passe pendant le service. Ouais. Et donc, ils ont vu, OK, non, là, je gêne mon collègue. Ouais. Donc, on recommence. Si tu passes par là. Et pour moi, en fait, c'est un truc qui n'est pas suffisamment fait dans le business. Exact. C'est s'entraîner, se mettre dans les situations de la vie réelle. Exactement. Tu vois, on le voit aussi dans Suits, par exemple, où ils font des procès. D'entraînement, les mock des procès d'entraînement. Voilà. Moi, je regrette par exemple qu'on fait jamais chez Totem des réponses d'appel d'offres fictives. Tu vois, on va le faire peut-être sur des gros pitchs, mais même c'est assez rare. Tu vois, et pourtant derrière, on se plaint tous des résultats qu'on peut avoir, mais la clé, elle est vraiment dans l'entraînement parce que l'entraînement augmente ta confiance en toi, elle augmente ton focus, et elle diminue ton anxiété. Oui. Et ça c'est vrai dans tous les secteurs. Dans tous les domaines. Il n'y a pas que les footballeurs qui doivent s'entraîner. C'est très vrai. Tu vois, et les footballeurs, ils s'entraînent à des simples passes. Exactement. Tu vois. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce que, en tant qu'entrepreneur, on réplique pas dans des conditions fictives les situations les plus importantes? Je ne sais pas si toi, quand tu lèves des fonds, est-ce que tu m'entraînes Je m'entraîne. Non, pas assez. Mais nous, ce qui nous arrive plus, alors c'est intéressant, mais nous, c'est plus quand on s'entraîne à répondre à des questions clients. D'accord. Tu vois, on a vraiment beaucoup plus de training, nous, là-dessus. Où là, c'est on simule. Par exemple, Kader a mis quelque chose en place, vu que c'est lui qui gère ça chez nous. Quand un nouvel employé arrive chez nous, il a des messages, des faux messages. Tu vois, il lui fait gérer une boutique comme un vendeur. Et il lui fait des simulations de ce qu'un client demande à un vendeur. Exactement. Parce que quand tu dis à quelqu'un, ben voilà, comment on fait pour rembourser un client, il va dire OK. Mais quand tu le mets devant l'ordi, tu lui dis, ben rembourse ce client, là, ça bug. C'est comme dans Up in the Air. Oui, à quel moment? Ben, la fille, elle s'est retrouvée, on l'a dit, elle va virer des gens. Ah ouais, mais quand elle s'est retrouvée devant la personne, c'était pas la même chose, exactement. Et donc du coup, l'entraînement diminue l'anxiété des personnes. Et clairement, ça améliore ta performance. Ce qui est vrai, c'est que plus tu répètes, plus tu le fais bien. C'est mathématique. Ça, c'est vrai que tu as raison. Sur le volume. Sur le volume. Et là où j'ai l'extrait d'ailleurs. Ah, mais voilà. C'est combien de minutes alors? Tu vois, retourner à gauche. Voilà. Soft drinks. Stations, voilà. Mais, et surtout le fait qu'eux aussi soient là. Hein. Oui. Et tu vois, ce qu'il y a un truc qui m'a marqué. 6 heures. 6 heures. Est-ce que 6 heures, pour beaucoup de gens, j'ai l'impression que ça paraît... Tu vois, tu mets le grill, tu mets les boissons là. Tu bouges les pickles là. Voilà.
Tu vois, et personne se rentre dedans. Ouais, et lui s'est mis au-dessus pour regarder ce que ça donne. C'est vraiment comme un orchestre, en fait. Oui, et ça, c'est un truc que les orchestres répètent, évidemment. Ouais. Mais un truc que tu as dit qui est très vrai, c'est que je pense que les gens sous-estiment. Quand tu dis à quelqu'un, on va faire ça, déjà, je trouve que les gens surestiment la durée. Ils vont se dire, répéter, ça va me prendre des jours. Alors que là, tu vois, répéter et trouver, ça leur a mis 6 heures. Mais même si ça prend des jours, là, j'ai envie de dire, pour le résultat que ça apporte. Non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça prend aussi moins de temps qu'on imagine. Tu vois, je vais donner un exemple, qui n'a rien à voir dans le sport aussi, c'est vrai. Je me souviens qu'il y a une vidéo que moi j'aime beaucoup de. Je ne sais pas si tu connais David Goggins, l'homme dur. Donc lui, il a le record du monde du nombre de pull-ups. D'accord. Et un de ses exercices favoris, quand quelqu'un demande à ce qu'il est coach, il leur dit premier exercice, fais-moi 200 tractions. On parle souvent de la tribu Telegram et souvent les gens nous entendent parler de personnes, de ce qui se passe dedans. Mais si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 € par an, en fait, on a un petit résumé hebdomadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter. Et après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la tribu, c'est dans la description juste en bas. À très vite. Salut! Cette semaine, Inside SOA Drive produit l'épisode 100, tourné à Kin avec un public pour faire le bilan des 100 premiers épisodes. Kaye et Moulin se sont livrés ici comme jamais en répondant sincèrement à toutes les questions. Dans la rubrique Open Discussion, 3 sujets. D'abord, restaurant africain en Europe, le service faut-il le prix? Ensuite, la location courte durée. Et enfin, feedback de la tribu sur BTA. Dans la rubrique Share is Caring, Bolt recommande la plateforme Andela pour tous les Africains désireux de bosser dans les plus grosses boîtes de tech du monde ou d'Afrique. Mourana nous parle des chapeaux de Bono, un outil qu'il recommande d'utiliser lors d'un mastermind ainsi qu'un outil de résolution des problèmes appelés les 5 pourquoi. À travers son dernier épisode de podcast, Charles nous recommande une application de token digital, vidéo que vous retrouverez bien évidemment sur YouTube. Dans la rubrique Congosa Business, la Villa Massaï, le restaurant africain Hype de Paris ferme ses portes. Dans la rubrique Projet Verso, Hugo annonce le lancement de son institut Tuana. Mustafa cherche un cofondateur pour sa start-up Moving Africa. Quant à Kadia, elle a lancé son club de lecture Comfort Zone. Dans la rubrique Projet Collectif, la tribu est à Back to Africa. Cette semaine, nous disons Aquaba dans la tribu la plus chic au monde à Mélie, Ivan, Bakary, Amandine et Emerance. Et enfin, dans la rubrique Profil de la semaine, nous vous présentons Hirodon et Fusco. Chaque semaine, de nouvelles opportunités de grandir ensemble. Ciao. Et tout est dit, il y a 2 types de gens. Il y a les gens qui vont me répondre en disant c'est impossible. Ceux-là, il leur dit c'est ça ton plus gros problème, c'est ton mental. Ouais. Et à ceux qui lui disent ok, en combien de temps? Oui. Et c'est là où en fait, et il dit que systématiquement, quand il demande aux gens combien de temps ça va mettre pour faire 200 tractions, c'est des gens qui en font 1 ou 2 par exemple. Ils disent mais du coup ça va mettre plusieurs jours. Il dit non, même si tu en fais 1 ou 2, ça te mettra 5-6 heures. Et en fait, souvent, même si les gens imaginent que ça leur met longtemps, quand ils le font, quand tu dis de faire 100 tractions, en vrai, ça peut mettre 4-5 heures, 3-4 heures. Donc, il y a un côté où on surestime la durée initiale et on sous-estime en fait, la réalité qui sera probablement moins longue quand tu ne fais que ça. Donc, et là, je pense que c'est pareil. Je pense que, comme moi, par exemple, j'ai vu le truc et ils ont dit qu'ils ont trouvé en 6 heures, je me dis, putain, en 6 heures, tu changes ton business comme ça. Tu disais à tout entrepreneur, prends 6 heures. Oui, après, derrière, bien sûr, c'est de l'amélioration continue. Voilà. Mais ce système-là leur a fait gagner, tu vois, des 30 minutes par commande. Exactement. Et il a dit que c'était le plus gros ennemi, le temps qu'ils avaient. Et c'est intéressant parce que je crois que moi, ce que j'ai marqué aussi, c'est qu'il continuait après, comme tu disais, même quand il arrivait, qu'il a fait la visite et que la première fois qu'il voit Dick, le frère qui est très, très organisé là, il est en train de dire, peut-être qu'il faut qu'on change la durée de cuisson des frites. Qu'on la diminue. Mais le frère lui dit, on a déjà testé cette durée. Il dit oui, mais là, le four est plus fort. Donc si on diminue la durée, ça devrait être quand même quelque chose de différent de ce qu'on a dit ça la dernière fois. Donc il y a aussi une notion de, je pense, il faut aimer ça, le détail. Ouais. Les gens sous-estiment la valeur du détail, je trouve, dans le business. Et un bon exemple dans ton business à toi, c'est ce que Wale disait dans l'épisode qu'il a fait avec... oui, quand il a fait l'entraînement. L'entraînement pour le live, je sais pas quoi, là. Il faisait un live pitch. Oui. Non, en fait, dans la communication, il y a un truc qui est très tendance. C'est ce qu'on appelle le newsjacking. Ah oui, le newsjacking, c'est ta capacité à faire une campagne de communication en lien avec l'actualité. Quelque chose qui se passe là, oui. Voilà. Et donc, ils ont eu un pitch, effectivement,
qui consistait... Enfin, le pitch était clair, c'est-à-dire on veut être disruptif et on veut une campagne qui va s'appuyer sur un élément d'actualité. Ouais. Et donc, ils ont tourné le truc dans tous les sens. Ils se sont dit, mais si on prend un truc d'actualité maintenant, il ne sera peut-être pas d'actualité dans 2 semaines. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il a entraîné ses équipes à être capables de réagir à l'actualité. Donc, pendant 3 semaines, à tout moment, il disait, bon, les gars... je ne sais pas, il y a eu un tremblement de terre là-bas. Il y a eu un tremblement de terre là-bas. Bam, comment est-ce que vous réagissez pour le client? Et donc, ils se sont entraînés. Au départ, ça prenait 4 heures, puis 3h30, puis 3 heures, puis ils développaient une méthodologie. Et donc, ils sont arrivés au pitch, et c'est assez fort. Ils sont arrivés au pitch et ils ont dit, écoutez, on n'a rien préparé. Dites-nous quelle serait l'actualité sur laquelle vous voulez qu'on rebondisse. Et ils avaient du coup, sur la projection, je crois, ils avaient un document partagé. Donc, ils ont pu voir en direct le travail de l'équipe. Et je crois qu'ils leur ont dit... un truc avec le prince Harry, je sais pas trop quoi. Donc, il a appelé l'équipe. Hop là. Et il dit, les gars, la news, c'est que ta. Et les gars se sont mis à travailler. À travailler en live. Et puis voilà. Mais pour moi, c'est un super exemple parce que on dit toujours l'entrepreneur ou le manager, c'est le chef d'orchestre. Mais un chef d'orchestre, il répète. Le chef d'orchestre ne joue pas devant le public avec des musiciens qu'ils viennent de connaître. C'est ça. Tu vois. Et non, c'est impossible. Et ils vont pas décider comme ça quelle musique ils font. Moi, j'adore les vidéos de répétition des gens comme Chris Brown, comme Michael Jackson. Parce que quand tu vois les chorés, c'est tellement parfait. Et le détail dans lequel ils vont. Tu as besoin de voir les répétitions. Et ils te le disent tous, c'est des acharnés en fait. Exactement. Et c'est là où tu vois la grandeur, d'ailleurs. C'est que plus tu répètes, plus la qualité à la fin est évidemment supérieure. Moi, franchement, j'aimerais vraiment que les entrepreneurs qui nous écoutent retiennent ça. Et ils se disent qu'ils tentent ça. Et puis, essayer de le rendre fun. Oui, parce que ça peut être fun. C'est ça le point. Ça peut être parce très fun. Parce qu'ils ont mis ça sur un terrain de tennis, ça va. C'est pas non plus une horreur. Ça peut être très fun. C'est un tel, tu vas jouer le client. Tu vas jouer le client relou, etc. Le mieux, c'est de faire jouer le client à celui qui, lui, se prend les clients relous toute la journée. Ouais, ça, c'est super. Ça peut le soulager. Non, franchement, et je l'ai revu le film, je me suis dit, franchement... Ça te donne envie? Ouais, ça me donne vraiment envie. Et tu peux... En fait, tu peux... et tu le vois même dans les faux procès de Suits. Enfin, tu peux vraiment prendre du plaisir. Bon, alors, à niveau... souvent, c'est sérieux. Mais tu peux vraiment, en fait, ça peut vraiment en plus être un moment de bonding, de team building. Oui, parce que c'est ça, il y a un vrai exercice de building. Et le point aussi intéressant, c'est que je pense que derrière, tu as aussi, tu peux découvrir des talents. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui, en fait, peut-être ça se trouve, ils sont jamais dans des situations où tu peux découvrir jusqu'où ils peuvent aller. Non, alors que si tu répètes, là, tu peux, en live, tu te rends compte, mais attends, lui. Parce que c'est vrai qu'à un moment, d'ailleurs, dans le film, moi, qui m'a marqué, moi aussi, c'est que quand il ouvre son premier resto à lui, Ray Kroc, McDo, et il est là sur place quand les gens sont en train de faire les burgers, il regarde tous les détails et il dit à un gars, ouais, les burgers là c'est pas bien cuit, il retourne là. Et à un moment il regarde un gars et il dit, attends, et puis il regarde, il fait, non, c'est parfait en fait. Il dit, c'est toi comme ça. C'est lui qui devient après le CEO, président. Exactement, du groupe, Fred Turner qui devient après son numéro 2. Exactement. Et ça, je trouve que c'est aussi important en tant qu'entrepreneur. Souvent on se plaint de, oui, je sais pas comment améliorer mes gars. Ben en fait, des fois, tu vas juste regarder, tu vas te rendre compte, mais en fait, ce gars-là, il est fort dans ton équipe. Donc, vous l'aurez compris, il a convaincu les frères. Ah, ça. Il leur a dit, il est parti dormir, il est revenu le matin. Ils ont dit, il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. La nuit, il était là, il tournait seulement. Il a dit franchisez. Et ce qui est intéressant, je tiens à préciser, c'est qu'ils avaient déjà essayé. Exactement. Et ça aurait pu le décourager. Parce que lui, il se disait, j'ai l'idée du siècle, il faut franchiser. Exactement. Et c'est encore une fois la preuve que c'est pas l'idée le problème. Eux aussi, ils y ont pensé. Exactement. Et ils avaient 4 restaurants et ça marchait pas. Ouais. Et du coup, ils voient cette image. Bon, après, bien sûr, c'est le film. Hein. Ouais, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais... Mais moi, d'ailleurs, je trouve un passage que j'ai sélectionné, si tu peux, c'est justement quand on explique à quel point c'est dur la franchise. Tu sais, il y a un moment où... quand il leur dit on a déjà essayé, et puis ils expliquent... Non, ils expliquent pourquoi, mais surtout lui, quand il commence à avoir ses premiers franchisés, c'est à 49e minute, si tu vas. Ah, ok. Tu sais, il est sur... il recrute au début. Je sais pas si c'est toujours un grand rêve, mais à un moment, c'était le rêve de beaucoup d'entrepreneurs. De franchisés, ben oui. Ouais. Et tant qu'on y est... C'est quoi la scène encore, tu me dis ? C'est la scène 4906 où en fait, il est... tu sais,
il a commencé la franchise et il voit les gens d'autres personnes. Non, tu avances encore, je crois 4906. Là, t'es pas dans 4906, je crois. Où il voit d'autres entrepreneurs le faire et les gens, dans McDonald's, ils commencent à vendre autre chose. Tu sais, ils vendent ils vendent du chicken, ils vendent du poulet, ils vendent du maïs. Des gens qui ont investi pour être la franchise. Exactement. Donc, on dit, mais pourquoi tu vends du poulet? Il dit, ben, les gens aiment le poulet. Les gens aiment le poulet? Il dit, mais c'est pas ça le concept. C'est pas ça le concept. Et ce qui était génial, c'est que ça m'a rappelé. Alors, j'ai partagé dans la tribu Telegram. Et oui, si c'était pas dans la tribu Telegram, voilà ce que vous loupez. Ouais. Je te souviens, j'ai partagé aux gens l'interview de Hakim Ben Othman, celui qui a créé Nabab Kebab. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Qui est, pour moi, incroyable, ce mec. Ouais. Et qui, d'ailleurs, c'est un truc qui m'a dit, après, tu as regardé tous les articles sur lui. Toutes ses vidéos, tous ses articles. Je suis un fan incroyable. Ouais. Un jour, j'aimerais qu'on l'ait mis dans le podcast. Il est incroyable, ce mec. Ouais. Et un des trucs qu'il dit, justement, il dit que la franchise, les gens, ce qu'ils sous-estiment, c'est que la franchise, ce qu'il y a de dur, c'est que tu dois convaincre des gens qui ont investi leur propre argent de faire exactement comme toi tu dis de faire. Parce que le problème c'est ça, c'est que c'est pas en fait c'est pas de l'entrepreneuriat. C'était aussi la crainte des frères McDonald's. C'est ça. Est-ce qu'il va écouter? Ouais. Et est-ce que les gens vont faire? Parce qu'eux ils ont essayé, les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Et lui il le constate aussi. Oui, parce que la franchise c'est pas des employés, c'est eux qui investissent leur argent. Mais moi ce que j'aime bien dans ce moment-là, c'est le learning qu'il tire. Parce qu'en fait, sa première idée, c'est que il a quelques contacts de gens un peu fortunés. Voilà, il arrive à les convaincre. Voilà, au country club, ils investissent, ils achètent un restaurant. Ah ouais, ça marche bien cette affaire. Voilà. Mais eux, ils vendent tout ce qu'ils peuvent. Ils en ont rien à foutre. Ils ont dit c'est l'endroit pour parquer mon argent. Il y a des hooligans qui sont là, des gens qui fument, etc. Ça. Et lui, il voit ça, il est dépité. Exactement. Tu vois. Et derrière. T'as pas trouvé le passage? Je vais le chercher. Ah si, c'est ça. C'est ça, vas-y, on va. Mais c'est court, hein, je pense. Moi, j'ai mis. C'est ça, non? Pendant 2 minutes, ouais. Voilà, il arrive. Déjà, il voit des déchets. Ça, déjà, ça le rend ouf, c'est sale. Bon, ceux qui suivent sur Spotify et Apple, faudra faire l'effort. Allez sur TikTok, il y a la vidéo et vous verrez de quoi on parle. Et tu vois, il regarde, tu sens qu'il est mal, là. Ouais. Il se dit, mais c'est quoi ce bordel? Et là, il regarde les clients. Ouais. Tu vois, il reconnaît que c'est pas sa clientèle. Non, mais même la tête du burger. Ah oui. Voilà, c'est la tête du burger. Il a dit son of a bitch. Voilà, et là, il arrive. Sur le golf course. Ouais. Tu vois, là où est le gars qui a investi ici. Look, what is this? Voilà. Look at that. Lettuce. Mais ce qui est fou, c'est qu'il est encore plus passionné que les frères. Exactement, il est détaillé. Voilà. Do they? Chicken, exactement. It's filthy, exactement. Il comprend pas en fait. Tu vois? Exactement. Ils veulent pas un travail, ils veulent un investissement pour parquer leur argent. Et ça, c'est très différent. Je pense que trop souvent, les gens pensent il me faut juste des gens qui ont de l'argent. C'est ça. Et derrière, il tire un learning et il comprend qu'il doit aller chercher une autre typologie de personnes. Exactement. Et là, il va chercher le middle class. Des gens qui veulent construire quelque chose. Qui veulent construire quelque chose. C'est en général, ils viennent de se marier. Voilà, il prend les couples aussi. Il prend les couples. Mais ça, d'ailleurs, j'ai vu que c'est une grosse stratégie dans les franchises. J'ai eu beaucoup de reportages là-dessus. Que ce soit les Monoprix ou autres. Oui, on cherche le couple parce que c'est tellement prenant qu'en fait, ils sont plus à l'aise quand c'est le couple qui s'engage toute la famille d'un point de vue opérationnel dans l'aventure. Ouais, c'est vrai que ça marche mieux. Tu vois, mais parce que c'est l'expérience. C'est l'expérience. Tu as soit le gars, il a investi puis il s'en occupe pas. Voilà. Ou soit tu as celui qui est tout seul et qui se perd et qui s'éloigne de sa famille et qui est débordé. Et qui en plus doit gérer sa famille. C'est un projet familial. Ouais, t'as raison. Et voilà. Et donc, il va dans les églises. Exactement. Il va voir les gars qui reviennent de l'armée. De l'armée, exactement. Etc., et là, c'est un sourcing différent. C'est un sourcing différent. Et pour moi, c'est comme tu as raison, c'est une des plus grosses leçons du film pour moi. C'est qu'en fait, les autres, ils ont essayé des franchises, mais ils n'ont pas bien sélectionné. Lui, il a su trouver qui était le bon profil d'entrepreneur. Et à un moment, il dit à sa femme même qu'ils vont plus aller là parce que c'est pas des gens qu'il nous faut pour nous. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est pas des gens qu'il nous faut pour nous en tant qu'amis. En fait, il pense pour nous en tant que business. Et c'est passionnant ce que tu dis parce que je pense que c'est un autre truc qui est vrai dans ce que disait Hakim Ben Othman aussi en a parlé. Et ça m'a rappelé l'Afrique. Je me suis dit, en fait, c'est dommage parce qu'il dit, en fait, ce qu'il te faut quand tu prends des franchises, c'est pas des entrepreneurs. C'est des opérateurs. Il faut des gens qui savent
qui sont des gens disciplinés, qui savent appliquer des consignes, qui savent respecter. Et c'est pas la même chose, en fait. Ouais. Et c'est là où c'est passionnant, c'est que je trouve que je pense qu'en Afrique, justement, ce qui nous manque, c'est un mix des deux. C'est ce que j'allais dire parce que justement, moi, parfois, justement, j'ai le sentiment que à un moment donné, l'opérateur, le bon gestionnaire, va être limité quand tu vas le mettre à la tête d'une entité qui doit créer des choses. Exactement, ouais. Mais toi, tu disais, c'est un peu l'inverse. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut que plus d'entrepreneurs essaient de bosser et de créer des modèles où il y a besoin juste d'opérateurs. Je trouve qu'en Afrique, on n'en a pas assez de modèles comme ça. Il faudrait qu'on pose la question. Mais ça voudrait dire que tu as vraiment processé le truc. Et voilà, et c'est un autre type de travail. C'est pas l'entrepreneur créatif. Tu ne demandes pas finalement à ton partenaire de créer quelque chose. Tu lui demandes de répliquer quelque chose. De répliquer et d'exécuter. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que je voudrais qu'on pose la question peut-être à des blueprints, en fait. Voilà, des blueprints. Je pense que ce qui me manque à la fin, c'est ça. C'est de créer un process bien carré, bien détaillé, jusqu'à comment on nettoie la cuisine, jusqu'à maintenant trouver des gens. Parce que je pense qu'en Afrique, il y a des opérateurs. Mais c'est des gens qui se retrouvent du coup souvent dans des situations d'employés sans grande possibilité de progresser. Ouais. Ou alors quand on les met dans des trucs où ils doivent créer des choses. C'est l'opposé. En fait, ils se retrouvent du coup obligés, comme ils voient que dans leur carrière, ça ne marche pas. Ils sont obligés de tenter de créer une entreprise et là, ils galèrent parce qu'ils n'ont pas cette capacité à créer. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est de trouver... il faut qu'il y ait une espèce de filière. Mais ça, c'est vraiment une formation, mais formation interne. Je me souviens quand on commençait à ouvrir les pays, j'étais du coup, je me demandais, mais comment est-ce que je vais faire justement pour répliquer la qualité dans la relation client. Je me souviens que j'avais même fait... parce que nous, on avait fait la campagne de lancement de Glovo en Côte d'Ivoire. Ah ouais, cool. Donc, j'étais en contact avec l'équipe dirigeante. Et un jour, j'ai pris un rendez-vous avec la country manager pour qu'elle m'explique. Je voulais comprendre comment, Glovo. Même si c'est une start-up, comment ils font pour répliquer. Pour répliquer. Et elle m'expliquait qu'en fait, il y avait un blueprint. Non, il y a un blueprint, il y a un document. C'est-à-dire qui te permet en moins de 2 mois de lancer. Oui. Et donc, elle m'avait donné des tuyaux. Elle me disait que, par exemple, une des erreurs qui était souvent faite quand les gens ouvraient des filiales, c'est qu'ils passaient énormément de temps à essayer de trouver le country manager ou le general manager. Alors que c'est un poste tellement clé que, par définition, il est difficile à trouver. Mais tu vois, ça prête à confusion parce que tu as des conseillers en cabinet de recrutement qui te disent qu'il faut commencer par la tête. Mais elle te dit faut l'opérationnel. D'abord. Il faut l'opérationnel parce que ça va prendre du temps à les former, qu'ils comprennent, etc. Donc, on prend quelqu'un d'un autre pays. Un expansion manager. C'est ça qui a comme Uber. Exactement. Il va avoir un contrat. Ouais, Uber fait pareil. Exactement. Il va avoir un contrat de 3, 6 mois, peu importe, jusqu'à ce qu'on trouve le country manager. Et cette personne, après, va aller ailleurs pour faire un autre pays. Exactement. Et c'est un métier, ça. Expansion l'opérationnel se met en place. Et après, au fur et à mesure, tu vois qui tu mets à la tête. Exact. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment 2 choses différentes. Celui qui crée n'est pas forcément celui qui va gérer. Et du coup, quand il remet la clé au country manager, finalement, ce country manager est un opérateur plus. Finalement. Exactement. C'est un super opérateur. Et je pense que c'est un peu la distinction, je pense qu'on va peut-être accentuer entre leader et entrepreneur. Tu vois, c'est vraiment pas la même chose. Et je pense qu'un exemple que moi j'aimerais beaucoup, c'est si on trouvait des gens qui dirigeaient des franchises en Afrique. Par exemple, je le dis dès maintenant, j'annonce, dans Leader South Africa, il faut qu'on aille chercher les gens qui dirigent KFC ici, par exemple. Serveur. Tu vois, c'est pas de l'entrepreneuriat, mais c'est d'être passionnant en termes de comment ils ont structuré. Parce que j'imagine que pareil, pour trouver certains produits, ils ont dû galérer. Et ça se sait aussi que dans leur business plan, je sais qu'ils avaient prévu pendant, je crois, 1 an, ou peut-être moins, je ne sais pas. Mais même le poulet était importé. Exactement, ils savaient, Il dit, tant qu'on ne trouve pas le bon fournisseur, on fait avec ce qu'on connaît. Ouais, et je sais que c'était vrai chez KFC parce qu'effectivement, ils n'avaient jamais de tomates à un moment. Et j'étais énervé, j'aurais dit, mais wesh, c'est pas dur la tomate, il y en a plein dans le pays. Ils disent, non, mais nous, nos tomates, on doit les importer. Je dis, mais haï. Et maintenant, il n'y a plus de problème. Mais d'ailleurs, quand il leur dit, on a déjà tenté, et puis il dit, mais c'était quoi le problème? Il dit 2 mots, quality control. Quality control.
contrôle qualité compliqué. Et tu sais, moi, je travaillais pas mal à un moment donné avec Kader d'African Fusion, que je salue. Oui, c'est vrai. Bah, alors lui, il doit être passionnant. Lui, il l'a vraiment aussi. Et il s'est tapé. Donc, moi, je l'ai connu. Il avait deux restaurants. Ouais. Là, il en a 7. Il en a à Londres. Oh, tu vois. Wow. Et, mais le gros enjeu, parce que je l'ai vu faire cet investissement, et il a été très smart parce qu'il avait 2-3 restaurants et les gens l'appelaient en disant oh, on peut ouvrir là, il y a tel local. Et lui, il a investi dans une cuisine centrale. Il dit c'est la clé. Parce que il avait senti ce truc où d'un restaurant à un autre, il n'avait pas le même feedback de la part des clients. Donc, il a investi dans une cuisine centrale, je crois que c'était à Saint-Denis. Exactement. Et là, toutes les recettes, tout se faisait là. Tout part de là et il livre les autres pays. Il livre les autres restaurants. Ah, ok. Voilà. Il n'y avait pas encore les autres villes, donc je ne sais pas comment il fait, mais le contrôle qualité quand tu fais de la franchise. Non, c'est super intéressant et c'est vrai que la restauration a ce truc-là où, ben, en fait, c'est un peu comme l'agriculture pour moi. C'est le truc que les gens commencent souvent facilement par défaut parce que ça a l'air intéressant, mais en fait, qui sous-estiment à quel point c'est scientifique, rigoureux et opérationnellement challenging. Mais il y a beaucoup à apprendre du contrôle qualité dans le milieu de la restauration parce que comme c'est la restauration, tout le monde trouve normal qu'il y a un gros contrôle qualité, ISO, machin, tout ça. Pas que les gens tombent malades. Mais en fait, quel que soit ton business, tu es censé avoir un niveau que tu t'exiges en termes de qualité. C'est de qualité à terme. Et donc, tu vois, par exemple, nous, une astuce, un truc que j'ai mis en place, pour moi, pour traquer la qualité de la parce que en fait, nous, on peut être contrôlé que via les notes, finalement, l'évaluation des clients. Bon, pour différentes raisons, c'est très difficile d'obtenir les évaluations des clients au bon moment. Ils ont toujours autre chose à faire. Etc. Oui, c'est pas une priorité pour eux. C'est pas une priorité pour eux. Ce qui est un vrai problème parce que lors de la renouvellement du contrat, etc., ils risquent de se baser sur des choses qui sont en fait, qui nous ont pas dit. C'est très vrai ça. Tu vois, et on va te reprocher un truc qu'on t'a dit en mois d'avril, mais en fait finalement, c'était important. C'était important. Et c'est resté, Donc, tu aurais pu avoir le temps de rectifier. Donc, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, on est encore plus sévère que le client. C'est-à-dire que nous-mêmes, on traque en interne chaque élément de qualité. C'est-à-dire que félicitations écrites, on le note. Félicitations orales, on le note. Ah, bien. Plainte légère, on le note. Plainte lourde, on le note. Mais non, j'ai des codes couleurs. Et moi, par exemple, vendredi, je peux voir directement sur chaque client. Nice. Et du coup, on pousse des analyses là-dessus. Et ce qui fait qu'on est beaucoup plus précis, même quand on arrive en réunion client ou quand ils veulent faire un point de recadrage. En fait, ils se rendent compte que... Vous êtes au courant. Tu es au courant, oui. Surtout que le manager soit au courant, c'est très important. Le leader soit au courant, parce qu'en fait, des fois, c'est là où tu te fais blindsider. Si tu as une réponse, c'est beaucoup mieux. Si tu le sais, en plus. Et la règle d'or qui fait que les équipes jouent le jeu, c'est que si un client appelle KI avant que l'information qu'il vient de me donner soit notée dans le tableau, c'est une sanction. C'est une sanction, oui. Voilà. Donc, parce qu'en fait, ils ont intérêt à te prévenir avant que le client le fasse. Exactement. Et franchement, ça a coupé beaucoup d'appels directs que j'avais. On disait, mais Kai, est-ce que tu sais ça, Comme moi, j'initie souvent. Oui, mais c'est toi qui vends. C'est souvent ça. Les gens veulent voir le commercial, la personne qui leur a parlé au début sur un problème opérationnel. Et en plus, en général, il ne sait pas quoi faire. Mais ce que tu dis est super intéressant parce que ça prouve une chose. C'est que comme le film l'a montré, je trouve l'une des leçons vraiment de ce film, Le Fondateur, c'est que, en fait, le contrôle qualité, ce n'est qu'une fonction du leader. Si tu as mal recruté le leader et que ce n'est pas quelque chose que lui prend au sérieux, tu peux pas le forcer. En fait, si tu n'as pas la bonne personne au top qui est dans cette logique-là, qui va mettre l'attention sur ça, tu peux pas demander à quelqu'un dont c'est pas le sujet, comme un investisseur qui a juste mis son cash, de soudainement faire attention à un truc qui, pour lui, n'est pas le sujet. Et c'est, encore une fois, bon, ça donne envie de faire l'épisode sur le recrutement, mais en fait, le recrutement est vraiment la clé de voûte. Même toi, si c'était pas toi, je pense que pas beaucoup de directeurs d'agence se préoccuperaient
de se dire, il faut que je sois au courant par mes équipes avant que le client me dise. Après, tout part de tes big KPI. Ouais, c'est ça. Par exemple, moi, je suis à un stade où la fidélisation est extrêmement importante. Ouais, c'est clair. Donc, pour obtenir cette fidélisation, ça se joue avant. Ça se joue dans des détails. Exact. Tu vois, ça se joue au day-to-day. Ça se joue pas en décembre. Décembre, c'est déjà fini. Oui, au jour où tu dois renouveler, l'année est passée, c'est trop tard pour intervenir. Tu dois arriver en décembre de manière sereine. Ouais. Tu vois, tu as déjà eu les plus grandes discussions, etc. Mais il y a un truc, par contre, on est passé vite, c'est juste une petite réplique. Je veux mettre le passage directement passé, je t'écoute. Mais c'était avant. Ouais. C'était juste, mais après on peut passer rapidement, mais c'est quand il parle de cette idée de restaurant à sa femme qui a entendu 10 000 idées de génie. Ah oui. Et elle dit, mais ça ne suffit pas ce qu'on a. Et c'est un très gros point. On a notre maison, on pourrait aller en congé ici et là. On peut aller au country club. Elle veut juste profiter de la vie. Ouais. Non, mais là, tu rentres... Et puis elle dit, quand est-ce que ce sera assez? Et il la regarde et il dit, probably never. Jamais. Exactement. Mais c'est sûr que tu dis ça, c'est fou. Mais ça, c'est pour moi, c'est un des moments clés du film parce que, bon, il y a, comme souvent dans les films, il y a l'histoire dans l'histoire qui est l'histoire de son couple. Ouais. Qui est quand même un très gros point sur les entrepreneurs. Malheureusement, je pense que très peu de femmes d'entrepreneurs, et ça, tu l'avais très bien dit dans l'épisode couple. Tu te souviens quand tu avais dit que toi, tu avais le sentiment souvent que certaines femmes que tu rencontrais elles n'étaient pas conscientes de l'étendue de l'ambition. Ah oui. Et pour moi, tu sais que vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, Kaï, ça m'a rappelé ce que tu disais. Parce qu'il y a plein de gens qui sont des entrepreneurs et qui pensent, bah, en fait, le but, c'est juste d'avoir un peu d'argent et de vivre bien. Alors qu'un entrepreneur, parfois, l'ambition, ça dépasse complètement le confort. Et c'est pour ça que souvent, j'insiste, la richesse, c'est pas le confort. Il y a des gens qui cherchent le confort. Il y a des gens qui cherchent la richesse. C'est pas la même chose. Parce qu'il y en a un, lui, c'est ça, sa femme, elle va lui dire, on est confortable, là, c'est bon. On peut s'arrêter. Alors qu'en fait, pour lui, très loin de ça. Et ça, c'est intéressant parce que, d'ailleurs, dans la vraie histoire, ce qu'on ne dit pas dans la vraie vie de Craig Croc, c'est que c'était déjà sa deuxième femme. Oui, j'ai vu ça. C'était pas sa première. Et que tout le film, en fait, il est attiré par une autre femme qui, en fait, a ce truc d'être la femme d'un entrepreneur aussi. Donc, un de ses franchisés. Ouais, donc il comprend... Qui a un peu cette volonté et qui, surtout, contrairement à sa femme, parce que, attention, je tiens à préciser quand même que la femme de Ray Kroc était super supportive. Tu vois, même, tu as un moment où, quand tout le monde se moque de lui, elle le défend, elle dit, écoutez-le, cette fois, c'est la bonne. Ouais. En tout cas, en public. Elle le défendait. Et même derrière, tu vois, à un moment, elle lui dit, ah, tenez, j'ai trouvé un couple qui est bien pour nous. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Mais tu as le même... Tu as vu le truc de Tapie? La série de Tapie. Ah non, j'ai pas vu. Bernard Tapie. Non, parce que c'est pareil, c'est la même histoire. Il dit quoi? D'un point de vue couple. Ah bon, lui aussi, sa femme, c'était ça? Ouais, il avait également un homme qui comprenait pas en fait pourquoi il voulait toujours plus, jusqu'à ce qu'il rencontre en fait une femme qui comprenait. Ah, lui aussi a eu ça? Ouais. Moi, je savais pas. Ouais, donc c'est un moment classique. Mais écoute, tu vois, moi, le moment que j'ai choisi, qui est intéressant. Alors, juste pour conclure sur la femme, quand même, c'est un sujet, bon, on en a parlé longuement dans l'épisode Entrepreneur et couple, mais je pense que ce film aussi révèle, pour les gens qui veulent être un entrepreneur, femme ou homme, ce film peut vraiment leur révéler que le soutien n'est pas la compréhension. Êtes-vous hôte d'un Airbnb? Simplifie tes paiements avec Handcapé. Tu viens de recevoir une demande de réservation? Avec Handcapé, l'envoi de paiement devient un jeu d'enfant. Crée et envoie un lien de paiement personnalisé en un clic directement à ton client. Il pourra payer en toute sécurité depuis n'importe où dans le monde avec le moyen de paiement de son choix. Tu reçois l'argent directement sur ton compte. Avec Handcapé, fini les tracas. Simplifie tes transactions dès aujourd'hui. Tu vois, je pense que beaucoup de gens pensent que, attends, je suis supportif, pourquoi il se plaint? Sa femme le soutenait, mais ce que lui il veut, c'est pas quelqu'un qui le soutient. La femme avec qui il finit, c'est le genre de femme qui lui suggère c'est son associé, en fait, voilà, pratiquement. Qui lui suggère un nouveau produit pour économiser son plus gros problème, qui est les frais d'électricité. Et qui lui propose aussi les poudres pour les milkshakes. C'est ça, c'est les poudres pour les milkshakes qui l'aident à ne pas avoir de la glace et du coup économiser sur les frais d'électricité. Ah oui. Et tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle... En fait, il y a une différence entre le soutien et le support. En fait, tu peux dire, je t'écoute. C'est un peu comme être, tu vas sur le terrain, je t'encourage, mais je suis pas sur le terrain. Ou
Tu veux une meuf qui est avec toi dans les tranchées, qui elle aussi dans le truc. Et après, c'est aussi à l'entrepreneur de savoir ce qu'il veut. Et c'est ce que j'allais dire, c'est l'autre inverse. Certains entrepreneurs, en fait, ne savent pas que c'est ce qu'ils veulent. Ouais. Et du coup, oui, lui, je pense que même lui, il se rendait pas compte parce que clairement, il était content de sa femme au début. C'est après qu'il se rend compte quand il voit l'autre. Bon, après, il y a aussi le physique. Faut être honnête. Quand tu vois comment il reste bouche ouverte. Elle est plus jeune. D'ailleurs, elle est décédée même 20 ans après. Voilà. Lui, hein. Elle a géré la fortune après, d'ailleurs. Ouais. C'est elle qui est Joanne McDonald qui a géré la fortune pendant longtemps. Donc, les deux jouent. Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il y a une double leçon de oui, il faut que tu sois clair sur si tu es là pour l'ambition ou juste pour le confort. Et il faut que tu cherches choisir quelqu'un qui est, si tu veux un partenaire dans le game avec toi, il faut le dire. Et comme tu as dit, il y a des business qui s'y prêtent. Gérer une franchise en couple, ça se fait très bien. Gérer certains trucs ensemble, ça se fait très bien. Donc, c'est le plus gros point. Mais écoute, toi, ça, c'était un très bon point. Moi, elle aide même, pour finir là-dessus, à trouver des possibles... franchisés, ouais. Mais ça n'a pas suffi. Alors que l'autre était dedans. Parce que c'est ça, elle a aidé, hein, mais c'est pas ce qu'il cherchait, lui. Lui voulait quelqu'un qui, en fait, comme lui, ne dorme quasiment jamais à la maison, soit tout le temps sur le terrain. Après, il avait aussi le syndrome, tu vois, qui prend la grosse tête aussi. Parce qu'il arrive maintenant dans les villes, on lui déroule le tapis rouge. Oui, il a dit à sa femme, d'ailleurs. Il va ouvrir un McDonald's chez moi, chez nous. Exactement. Tu vois, c'était devenu un événement. Mais sa femme lui dit à un moment, d'ailleurs, quand il l'annonçait, elle lui dit, on trinque au pape Ray Kroc. Tu vois, elle a essayé d'entretenir ce truc-là. Mais être dans l'action, c'est pas la même chose que dans le soutien. L'autre passage que moi j'ai passé, c'est celui-là. Je trouve qu'il est incroyable. C'est le passage... oui. Ça, ce passage, il est incroyable. Pour moi, c'est... Ça, je pense que... Voilà. Quand le banquier l'appelle pour lui dire que... Parce que juste après que le banquier l'a appelé pour lui dire, mais en fait, mec, tu payes pas tes traites, lui, il dit, mais c'est pas possible. En fait, j'ai 17 restaurants. On lui dit, mais c'est pas les tiens. Donc, en fait, un entrepreneur doit réaliser que la croissance n'est pas le profit. Exactement. Et il rencontre Harry. Exactement. Il lui dit, vu le succès qu'a ton business, si tu fais pas de l'argent, il y a un truc qui va pas. Et la vérité, c'est que donc il amène le gars voir sa compta et le gars va lui expliquer, en fait, oui, tu fais de la croissance, mais tu fais pas de profit. Tu gagnes rien. Et que tu crées pas un empire en faisant 1% d'un hamburger que tu vends à 50 cents. Exactement. Et cette partie, je trouve... Voilà. Voilà. Ils sont jamais approuvés. Voilà. Land. Il comprend pas. Voilà. En fait, les franchisés choisissent eux-mêmes le lieu et louent eux-mêmes le lieu. Avec un contrat de 20 ans. Exactement. Voilà. Yes. Exactement. Exactement. Il lui dit, tu n'es pas dans le business des burgers. Exactement. Tu es dans le business de l'immobilier. Exactement. Voilà. 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 Il faut acheter la terre et ensuite le louer aux gens. Ce qui te fait un revenu upfront, quoi. Chaque début de mois, tu as un revenu. Exactement. Là, tu fais de l'argent. Exactement. Avant même de vendre un hamburger, tu fais des sous. Exactement. Et en plus, tu as du capital que tu peux emprunter. Parce que tu as quelque chose que tu possèdes. Cours d'éducation financière en live, tu vois. Et le gars, il est choqué. C'est là où est l'argent. Control. L'argent et le contrôle. Parce que si les comptes... Voilà. S'ils font pas la qualité, tu les dégages. Et contrôle aussi envers...
Ouais, parce qu'il aura les banques de son côté. Exactement. Et pour moi, ce passage-là, c'est le truc, je pense que tous les gens du business ont découvert sur McDonald's. C'est quoi? Ouais, mais moi, bon, après, je n'étais pas encore, je pense, entrepreneur, mais ça fait toujours un petit truc, le moment où tu l'apprends. Tu découvres, tu te dis, oh merde. Tu découvres que, ouais, en fait, c'est une société immobilière. McDonald's, oui. Ouais. C'est ce qui fait qu'ils ont autant d'argent. Ouais. C'est une société immobilière mondiale. C'est pas les burgers, c'est pas la restauration. Et donc là, vous voyez que du coup, on a switché sur le truc qui attire les gens. C'est la restauration. Mais en fait, et ça, c'est le plus gros danger, je pense, dans le business. En culture business, il faut bien comprendre où est l'argent. En fait, le conseil qu'il donne le Harry, là, je trouve c'est génial, c'est il faut regarder où sont les plus grosses dépenses. Et c'est ça qui dicte dans quel business t'es. En fait, c'est là où, quand tu prends le panier moyen, en tout cas, ou les dépenses moyennes du business, les plus grosses dépenses, c'est ça qui drive, en fait, mais le est-ce que tu penses que c'est le cas dans tous les business? Quasiment, parce que toi, par exemple, ça va être... En fait, si le bureau business, la plus grosse dépense, c'est les employés, mais c'est que tu fais du jus de cerveau. Donc, ta clé, c'est... Mais regarde, par exemple, une boîte comme Google, je suppose c'est les serveurs. Oui, mais c'est pour ça qu'ils ont sorti Google Cloud. C'est comme ça qu'Amazon s'est retrouvé à faire AWS. C'est la même logique. En fait, Amazon s'est rendu compte que l'un de ses plus gros coûts, c'était les serveurs pour maintenir son site. Ben, en assurant le contrôle de ça et en l'optimisant, surtout après, ils ont fait exactement comme un modèle de franchise. Ils ont mis une infrastructure en place qu'ils ont pu donner aux autres. Et ils ont le contrôle avec ça sur tout le monde. Et en plus, ils ont du cash qu'ils n'avaient pas avant. Donc, en fait, si tu comprends au final dans quel business t'es, et tu sais, moi, c'est pas compliqué. C'est cette logique qui m'a amené à lancer en cash shipping. Parce que quand je regardais sur le volume qui passait sur ma marketplace, là, il y avait le plus d'argent qui partait et en même temps, le plus gros problème des vendeurs, c'était l'expédition. En Afrique, ils dépensaient plus en expédition qu'en fait dans le produit. Sur un produit qui était vendu 60 €, en fait, l'Africain, il paye 40 € de shipping et 20 €, c'était juste sa marge. Donc, je me suis dit, au lieu de me taper moi pour avoir une commission sur ce truc-là, il faut que je sois le gars qui collecte les 40 €. Et après, bon, tu t'organises, comme disait, pour avoir du contrôle. Et c'est pour ça que c'est nous qui collectons l'argent. Et après, c'est avec les prestataires de livraison comme DHL qu'on négocie. C'est ce qui fait qu'on a du contrôle sur DHL et du contrôle sur le client. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que dans tous les business, il faut regarder là où l'argent part en plus gros. C'est ça qui drive en fait ton business. Ce qui est assez simple, il suffit d'analyser ses coûts. Mais ça demande une certaine objectivité parce que regarde, lui, il avait son ledger, il n'avait pas remarqué le gars. Oui, non, pour lui, c'est logique, tu payes un loyer. Enfin, comment dire, le franchisé paye son loyer, c'est même pas son problème. Exactement, il n'y pense pas. Mais ce qui change tout, c'est qu'en plus, là, tu as un asset, comme il disait. Au-delà de l'argent, comme tu possèdes la terre, là, les banques vont te prêter. Parce que le truc d'avant, c'est que les banques ne le calculent pas parce qu'en disant, mes frères, tu nous dis, ces restaurants-là, c'est toi qui es le franchisor. OK, mais nous, tout ce que ces restaurants représentent, c'est 1,4% de chiffre d'affaires, donc c'est quelques milliers d'euros. C'est rien. Donc, c'est pas un truc qui intéresse une banque. Par contre, si tu viens lui dire, moi, j'ai 10 restaurants qui me payent tant de loyer, là, c'est un business que peut financer. Parce qu'ils savent qu'il y a l'argent et ils savent qu'il y a quelque chose à récupérer si l'argent ne vient pas. Exactement, ouais. Et c'était, je trouve, un des moments les plus intéressants du film parce qu'en fait, c'est ça qui drive tout le changement. Parce que l'histoire aurait pu s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir eu des centaines de franchisés et mourir parce que lui, il n'arrivait même pas à payer son propre loyer. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il a mis sa maison en mortgage. Ouais. Et les gens, je pense, comme tu dis, dans le monde du business, c'est très connu. On dit McDonald's, c'est pas dans le business du burger, ouais. C'est le business du real estate. Mais je trouve que c'est une leçon du film pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est en fait dans quel business vous êtes. Et en général, c'est un truc que tu peux faire une fois que tu as déjà réglé l'expansion. C'est ça que je dis souvent. C'est pas dès le début. C'est pas une réflexion que tu as quand tu commences. C'est quand tu as déjà couvert la croissance, et c'est ce qui lui est arrivé. À ce moment-là, tu te dis, mais merde, il faut que je fasse du profit un jour. Et là, tu te dis, mais comment je fais du profit? Et c'est là où tu te dis, mais en fait, là où je fais du profit, c'est peut-être là où il y a le plus d'argent. Si finalement, il était dans une right race parce que exactement. Il faut que je fasse plein de restaurants. Ouais. Alors que, en fait, il gagnait chaque fois un peu plus, mais vraiment petit. Petit, 1,4%. Mais il y a aussi, finalement, est-ce que, enfin après, dans le film, ce qui me marque quand même, c'est que cette rencontre a l'air d'être hasardeuse. Alors, tu me diras, son mérite est que c'est qu'il l'écoute. Il a écouté, exactement. Mais j'aimerais vraiment savoir la vraie histoire de cette rencontre. Entre Harry et lui, parce que ce gars finit après CEO de McDonald's. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'impact que ça... Dans ta vie, mais
ça renvoie à ce que je dis souvent, hein, c'est que oui, parfois... toi, tu le répètes toujours dans le networking, c'est souvent ça. Ouais, souvent, ceux qui vont avoir le plus gros impact sur ta carrière, c'est des gens que tu connaissais pas il y a 2 semaines. Exactement. Et en l'occurrence, là, c'était ça. Mais c'est aussi le point d'être ouvert, parce que s'il avait peut-être été plus ouvert sur ces difficultés, peut-être que d'autres financiers lui auraient dit. Et là, on rentre dans le sujet toujours la même chose de l'entourage. C'est parce qu'autour de lui, il n'a personne qui s'y connaît en finance. Mais tu vois tout au long du film que c'est une éponge. Il écoute les gens. Ouais, il écoute. Et ouais, ce business ça, c'est la légende de McDonald's. D'ailleurs, donc, pour ceux qui ne savaient pas, vous comprenez aussi pourquoi les McDo sont si bien placés partout dans le monde. Exactement. Et c'est ça le gros point, c'est que c'est à la Harry Sonneborn, il s'appelle le gars. Ouais. Et c'est comme ça. Et le gars, après, ils se sont disputés, j'ai vu. Bah alors, oui, ils sont disputés après. Mais ce qui était intéressant, c'est que à la base, ce gars-là aussi travaillait dans le domaine. Et il travaillait dans Testifreeze. Quand le gars le rencontre, il lui dit moi, je fais des Testifreeze, je suis vice-président des finances là-bas. Et c'est lui qui est venu vers McDonald's. Dans la vraie vie, pour répondre à ta question, c'est pas un hasard. Dans le film, ils ont fait genre c'est un hasard. Mais dans la vraie vie, c'est lui qui est venu voir Ray McDonald en lui disant mais ton truc, elle a vraiment bien. Ray croit quoi. Et là, il se rend compte, mais en fait, ton truc est bien, mais en fait, tu n'as pas d'argent. Et il lui explique comment faire de l'argent. Et ça, je pense que c'est aussi un autre truc qu'il faut, comme tu dis toujours, hein, il faut être ouvert à quand tu parles de ton business. Tu vois, moi, j'ai dit à tout le monde, c'est officiel. En cas, notre problème maintenant, c'est plus le chiffre d'affaires, c'est être profitable. Donc, si quelqu'un pense qu'il peut m'aider à ce qu'Anka soit profitable, ils sont les bienvenus. Nous, on est des gens ouverts, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais ça demande aussi que ce gars-là travaille dans le domaine. Il faut connaître le domaine. Tu ne peux pas venir dire « Ah, moi, j'ai fait un peu de finance, donc je vais aider un gars qui a déjà 30 franchises à optimiser. » Et je vois aussi, pour faire des analogies, je vois aussi ça dans le monde de l'influence ou de la création de contenu, où tu vas avoir des personnes qui ont 1 million d'abonnés, mais qui font moins de revenus, au moins de profit que des personnes qui ont, qui ont 27 000 abonnés. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et tu dirais que c'est quoi la différence? La différence, elle va jouer sur ce qu'on dit là. C'est sur l'analyse de où se situe ta valeur. La personne qui fait un abonné et fait chaque fois 100 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues, il dira « Ah ouais, YouTube me paye $2 000 et tout ça, je suis content. Mais derrière, tu peux avoir quelqu'un qui a 27 000 abonnés, mais qui a créé une newsletter payante. Ou comme nous, créer une communauté exactement. Et du coup créer un lien direct et fait plus d'argent. Oui, c'est clair, parce que c'est un des sujets d'ailleurs, je tiens à rappeler pour tous ceux qui ne le savent pas, quand vous cherchez à vous faire votre prochain podcast demain, venez voir Totem Factory plutôt que les multiples gens qui vous font des podcasts, parce que le sujet n'est pas juste de vous faire de la vidéo, n'est pas juste de vous éditer, c'est monétiser. Et qui connaît mieux la monétisation que ce monsieur ici présent et ses équipes? Je ne sais pas. On essaye. Non, mais en fait, je pense que c'est un point que les gens ne réalisent pas. C'est encore la même chose, tu as raison, parce que les gens pensent... J'aime bien rappeler, quand tu es créateur de contenu, tu es dans le marketing au minimum, au départ, sur la visibilité. Mais après, tu peux créer autre chose, qui est un produit digital. Exactement. Et c'est ce que nous, on a fait avec SOA, quand on crée la tribu Telegram, c'est un produit digital, qui au passage est powered par Ancapay. Donc, sachez que si vous voulez... vendre des produits digitaux, on peut aider. Je ne fais pas du conseil en produits digital non plus, je ne suis pas au niveau de monsieur, c'est pas mon sujet, mais en tout cas, si vous avez une audience, au moins dans le podcast Anka, on a sorti des épisodes bientôt où on parle de ça, on dit aux gens comment tu monétises. Paola sur Ancapay? Non, elle n'a pas eu besoin parce qu'en fait, elle, du coup, elle voulait avoir l'argent sur un compte en France, mais elle a regardé quand même. Paola voulait venir chez nous, ça aurait été beau ça. Mais on a eu l'apéro cash, du coup, qui est venu chez nous. On a pas mal de gens qui viennent chez nous et le point principal, c'est vrai, c'est qu'au final, on a fait un podcast avec, par exemple, Angie de Angie Diary, qui parle justement de ça, où elle disait, mais en fait, elle n'a pas beaucoup de followers dans l'absolu. Elle a peut-être 40-50 000. Mais quand tu regardes ses revenus, elle fait plus d'argent que beaucoup d'influenceurs que je connais. Ouais, bien sûr. Parce qu'elle monétise pure. Et très peu de gens vont la voir. Donc, Angie, petite dédicace. Et pour ceux qui veulent savoir de quoi je parle, on mettra le lien du podcast en cas où on parle de ça. Non, c'est clair. Donc, ça, c'était, je pense, l'extrait très important pour tout le monde. Mais il y a un truc, en bon communicant, qui moi m'a marqué. Tu l'as évoqué au tout début, mais le pitch quand même dans la vidéo, il est incroyable. C'est quand il finit... Bon, désolé, là, on va un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, on va mettre les extraits. Exactement. Donc, il lui raconte leur histoire. Il n'arrive pas à dormir, il revient, il parle de franchisés, ils sont pas d'accord. Et il dit c'est la New Church, American Church. Voilà. Et là, il revient avec un pitch de la mort. Voilà.
où il dit, et il se balade dans la ville, il réfléchit. Et là, il vient avec une phrase, il dit, les arches. Il y a quoi dans une ville? Ouais. Il y a la mairie. Voilà, le avec flag. le drapeau américain. Exactement. Il y a l'église avec la croix. Voilà. Et désormais, il y aura également McDonald's avec ses arches. Exactement. En fait, quand il voit le dessin là, avec les arches, il voit un symbole. Il voit un symbole. Il voit ce truc où tout le monde se dirige vers l'endroit où l'Amérique se restaure. Exactement, où la famille américaine va. La famille américaine ce qui est encore le cas de McDonald's. Se restaure. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les familles qui font leurs chiffres. Le dimanche, là. Ouais, et du coup, ils mettent tout ça dans des valeurs de... La mairie, c'est le citoyen. Voilà. La spiritualité à l'église. Et la famille chez McDonald's. Voilà. Et on peut le dire, à la fin, d'ailleurs, il y a cette dernière scène où le gars lui dit, parce que je pense qu'on peut vous dire, il finit par... Les éjecter, ouais. les éjecter. Ça, c'est quand même le sujet dont tout le monde veut parler. On va y arriver, mais juste, il y a cette scène où il dit, mais je voudrais savoir un truc, pourquoi quand t'a tout montré, pourquoi t'es pas juste parti faire toi-même? Pourquoi t'as pas copié? Le passage, je l'ai. Ah oui, ça, je l'ai. Tu penses bien que je l'ai. C'est à 1h40. Ouais, mais c'est les 4 dernières minutes du film. 1h40. Tu vas à 1h40. Mais avant, juste ça, il y a un passage qui est intéressant, quand même, qui est important. Pour moi, mai 1h28. C'est le moment où il leur annonce, quand ils appellent pour dire, mais pourquoi tu as envoyé les poudres pour faire du milkshake à nos franchisés sans notre accord? T'as pas le droit. Mais là, on change de sujet. Non, c'est la même chose que tu viens de dire. C'est quand il dit, en fait, que la phrase est magnifique pour moi. Il dit, les contrats, c'est comme les cœurs, c'est fait pour être brisé. Ouais, je savais que t'allais, mais... Non, ça, c'est important. Ça, c'est 1h28. C'est tout au long du film, de toute façon, ils ont des disputes. Oui, lui, il veut tenter des choses. Mais eux, ils veulent rester... 1h28, non, c'est... Voilà. Non, c'est pas ça. Là, t'es loin, là. Mais non. 1h28, il n'y est pas du tout. Voilà, 1h28. Et tu vas voir, c'est le moment où il est au téléphone. En tout cas, tu vas avancer jusqu'au moment où tu le vois au téléphone. Avance. Il est au téléphone. Non, encore. Voilà, là. Oh, ok. Genre, il sait pas. Voilà, il pensait que c'était vendredi. Et voilà, là, il dit la vérité maintenant. The rest of us. Everyone but you. Voilà. Voilà. Il envoie à tous les franchisés. Oui, selon son contrat, il n'a pas le droit de faire ça. Non. Il a dit non. D'ailleurs, jusque-là, il respectait. Là. Ouais, là, il a décidé qu'il allait briser le contrat. Taking marching orders from me. Yeah, c'est ça. En tout cas. Voilà. Il dit nope. Et voilà, le contrat. Et là, la réponse. Tu as signé un contrat. To be broken. Exactement. Et attends, mais ce qui est le pire, c'est qu'après, t'inquiète, il a raccroché. Mais après, tu vas voir ce qui est passionnant. Donc oui, donc là, en même temps, il dit qu'il divorce sa femme qui veut divorcer. Ouais, il a décidé que... Il a dit, allez hop là, on casse tout là, on part de zéro. Et les autres l'appellent après. En fait, à un moment, tu as la scène que je trouvais incroyable où ils lui disent, ouais, mais on va t'attaquer en justice, etc. Il leur dit, oui, bah, attaquez-moi en justice, mais j'ai plus d'argent que vous. Oui. Donc ça, vous ruinez. Et ça, c'est un truc, je pense, que peu de gens en business acceptent. Un contrat, ça te protège, parce que bon, c'est quand même grâce à ça qu'ils ont eu 1 million et quelques chacun. Ouais. Mais 1 million... 1 million là-bas, à cette époque, j'ai regardé... Bon, ça fait 10 millions aujourd'hui. Ça fait 10 millions aujourd'hui, donc c'est très bien. Ils ont bien fait de faire ce contrat. Ils ont quand même quelque chose de ce qu'ils ont créé, donc c'est pas du vol. Et ça, j'aimerais que les gens comprennent. C'est pas parce que tu as créé quelque chose que tu vas avoir tout l'argent de ce qui a été créé, parce que la valeur n'était pas dans l'idée seulement. Mais les royalties...
J'avoue, les royalties, mais c'est pareil, ils ont signé... Non, il faut expliquer. Va expliquer. Alors, les royalties, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où eux, ils ont eu l'attaque en justice pour avoir brisé son contrat... Et en plus, il utilisait le terme McDonald's pour sa société de real estate et de franchise, qui était différente de leur société à eux. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, eux, ils ont dit, OK, parce qu'en fait, quand ils s'embrouillent avec lui au téléphone, l'un des deux frères, il s'évanouit. Il fait un arrêt. Et Ray Kroc vient à l'hôpital. Ce qui, je trouve, est un autre geste incroyable, un autre moment où il vient à l'hôpital, leur donne un truc et leur donne un chèque en blanc. Ouais. En gros, dites votre chiffre, quoi. Voilà. Ce qui est une façon élégante de dire, les gars, vous allez vous tuer à essayer de vous battre là, donnez votre argent et puis on sort. Voilà, et puis on avance. Et ce qui est ouf, c'est que du coup, ils disent, eux, ils veulent $1 million chacun net après impôt, donc 1,250 000 brut. Et ils veulent 1%. Du coup, dans l'autre sens, ils veulent 1% à vie des chiffres d'affaires, du profit de la boîte. Ce qui aurait été des centaines de millions d'euros, etc. Et au moment où arrive la négo, et c'est la vérité dans toute négo, à un moment, le gars leur dit, je vous donne l'argent, mais je vous donne pas la franchise, mais c'est juste entre nous deux parce que si je vous donne la franchise, les deals bancaires ne se feront pas. Si je vous donne les royalties. Voilà, je vous donne les royalties de la franchise, là. Mes partenaires, ça va bloquer. Ça a bloqué. Et à leur place, tu aurais dû dire non. Oui, parce que surtout à ce moment-là de leur relation. Mais la différence... je vous propose que ça soit un handshake. Et il tend la main directe en mode, on est d'accord. Et ce qui est beau, c'est que dans toute négociation, il y a un truc, moi j'ai toujours aimé dans les négos, il faut savoir qu'une négo, la vraie maîtrise du pouvoir, c'est de savoir qui est capable de sortir du deal. Qui peut accepter de dire, ça reste comme ça. Parce qu'à la fin, si tu es capable d'attendre indéfiniment, tu n'es jamais forcé de dire oui. Et eux, le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas rester comme ça. Parce que la tension que ça leur créait, le gars, ça le rendait malade. Et c'est ça qui est terrible. Après, ils ont demandé de garder le premier restaurant. On s'en fout, ça c'est des faux. Ça, c'est des faux. Alors, c'est un autre truc. Mais eux, c'est des idéalistes. Et ça, c'est un autre truc en négociation. Ne jamais demander des choses on va te donner et qui ne coûtent rien à l'autre. Sinon, tu prends le risque que l'autre te dise, je t'ai donné 2 trucs que tu veux, donne-moi un truc que je veux. Oui, mais en fait, comme c'est important pour lui, il ne se rend même pas compte que ça vaut rien pour l'autre. Exactement. Et là, tu as un très bon point. Ça. Et ça vaut, c'est pas, lui, il s'en foutait du truc original. Bon, il aura quand même pris le nom dans l'opération parce qu'ils n'ont pas négocié ça. Tu vois ce qui est terrible. Ils auraient pu juste négocier plus le nom que le restaurant. Mais du coup, Résultat des courses, l'une des images qui est marquante, c'est quand ils ont fini la négo, on vient retirer le nom McDonald's de leur resto. Et lui, il ouvre un McDonald's dans la même ville, à côté, et il les ruine. Parce qu'ils ont le même système. Sauf que lui, le sien, marchera mieux. Parce qu'il a le nom. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est terrible pour beaucoup de gens. Et il y a énormément de leçons là-dedans, mais un peu comme dans Social Network qu'on fera sûrement bientôt. C'est qu'en fait, quand tu t'associes avec quelqu'un, il y a une notion de pouvoir. Donc, ils avaient du pouvoir. Sauf que quand le pouvoir change, il faut t'en rendre compte. En fait, les frères McDonald, ils ont trop sous-estimé la franchise. Mais il y a aussi une différence de dynamique. Tu avais les frères McDonald qui étaient dans leur ville, dans leur restaurant, et qui apprenaient par coup de téléphone ce qui se passait dans les franchisés, tandis que lui, il était sur le terrain. Et c'est ça la grosse ville. De ville en ville. Exact. Et il voyait l'ampleur. Il rencontrait des gens. Il rencontrait des franchisés. Il voyait les clients. Exactement. Et ça, pour moi, c'est la plus grosse leçon, c'est que il a appris beaucoup plus vite. Exactement. Et il a pris du coup plus de pouvoir. Parce que eux, c'est ça leur problème. En plus, ce qui est marrant, c'est que dans le film, tu vois, à chaque étape qu'il change, qu'il apprend quelque chose, ils sont au courant parce que c'est eux qui dirigent normalement. Quand il a changé le nom, quand il a créé sa société de real estate, il leur a dit, parce qu'il est obligé. Ils n'ont pas tilté. Ils n'ont pas bougé. Après, quand il change le nom de la société de real estate pour l'appeler McDonald's, il ne bouge pas encore. Et c'est là, en fait, où je pense qu'il faut que les gens se rendent compte, un contrat ne vous protège pas. Quand vous voyez des changements dans votre partenaire, posez-vous la question, est-ce que ça n'affecte pas l'équilibre du contrat ? Est-ce que ça ne donne pas plus de pouvoir que moi à ce moment-là ? Et comme tu as dit, la solution en général, c'est, et ce que je dis souvent, la vraie personne qui a le pouvoir, c'est celui qui est sur le terrain. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui fait une société, c'est pas les contrats, c'est pas les idées, c'est pas les noms, c'est le taf. Qui est sur le terrain à gérer les clients ? Qui est sur le terrain à faire le taf ? Et c'est vrai que très peu de gens, mais comme tu as dit, les gens restent dans leur truc, ils se disent, bon, ça m'a apporté de l'argent, et ils restent dans leur coin, eux, tu vois. Parce qu'en plus, ce qui me faisait de la peine, c'est que dans le contrat, il faut noter que les frères McDonald n'avaient que 0,5% des 1,9% que lui touchait sur tous les franchisés. Donc pour eux, en plus, je comprends un peu leur apathie, clairement, c'était parce que
Ben, en fait, même s'il y avait plein de franchisés, ils voyaient, eux, que en 0,5%, ça faisait pas des revenus. Ça augmentait, ça faisait de l'argent, mais c'était pas un truc qui changeait leur vie. Comme lui, il se rendait compte qu'avec ça, il n'avait pas payé son crédit. Mais ils l'ont laissé tout seul. S'ils s'étaient rendu compte à ce moment-là, quand lui, il a eu la révélation avec Harry du business model, s'ils étaient proches de lui à ce moment-là, ils se seraient rendu compte. Donc, un autre conseil, il faut que vous soyez au courant de la vie vraiment de vos associés. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent dans leur vie. Ouais, là, on sentait vraiment la distance. D'ailleurs, jusqu'à la fin, il n'y a qu'au début où ils se voient. Exactement, ils le voient plus. Tout le film, ils sont au téléphone. Ils le calculent plus. Et à la fin, quand c'est fini, quand il faut signer le contrat, ils reviennent, ils réapparaissent. Et ça, c'est terrible parce que, bon, après, pour leur défense, c'était pas aussi simple de voyager que maintenant. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est un autre truc, quoi. Il faut aller sur le terrain. En tout cas, et surtout, bon, à part si tu dis que tu es un investisseur, mais si tu veux garder le contrôle sur quelque chose qui est important pour toi, parce qu'en fait, ils avaient que 0,5%, je répète, ils avaient qu'un tiers des franchises. Donc, je peux comprendre qu'au début, ils se disent, bon, les franchises, c'est un plus pour nous. Mais à un moment, il faut garder un œil sur les trucs. Si tu sens que ton nom McDonald's est important et que tu as un gars qui se balade dans tous les États-Unis, qui en ouvre des centaines avec ton nom, bouge-toi un peu. Il faut aller toi aussi, comme tu as dit, il faut aller sur le terrain, rencontrer les franchisés. D'ailleurs, ce qui est un symbole, c'est que le franchisé où ils se sont rendus compte qu'il a envoyé le Instamix, c'est leur premier franchisé à eux. Il a envoyé à tous les franchisés et eux, ils l'ont jamais su. C'est pour ça que les franchisés ne savaient même pas qui ils étaient. Ouais. Et ils n'avaient aucun lien. Parce que sinon, ils auraient su qu'en fait, il a envoyé à tous les franchisés dès le début. Avec la TX Factory, découvrez un monde de créativité et d'innovation à travers nos réalisations. Laissez-vous plonger dans l'univers captivant de nos productions, qui transcendent les frontières du visuel, pour raconter des histoires uniques et inspirantes. Pour tous vos besoins de production, n'hésitez pas à nous contacter. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est que quand tu as la main dans le cambouis, les oreilles près du terrain... De toute façon, même quand... même nous, en tant qu'ado, quand tu découvres, quand tu t'intéresses un peu et que tu sais que on te dit que le fondateur de McDonald's s'appelle pas McDonald's, tu te fiques un peu. Pourquoi Non. Enfin, tu te dis, mais il y a eu un truc. Les Américains, ils aiment... Tu vois, et justement, sur ce nom, c'était ça la scène que je voulais montrer. Les 4 dernières minutes. Tu peux mettre, et là, on est bon, on a terminé le truc. Fabrice, on a combien de temps, là? Parfait. On peut conclure là-dessus. Ah, je croyais plus. Parfait. Moi aussi, c'était parfait, je m'inquiétais. Alors... C'est les 4 dernières minutes, donc c'est si tu veux la minute exacte, c'est Why Not Just Copy 1:40 09. Attends. 1:40 09. Ouais. Ils sont dans les toilettes, c'est ça. Voilà. 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 Quelque chose que j'ai jamais compris. Ouais. Il a déjà visité. Voilà. Pourquoi elle a pas juste volé les idées? Voilà. Il a invité d'autres gens. Voilà. Voilà.
Il dit qu'en fait, même s'ils ont le système, c'est pas ça qui rend McDonald's spécial. Voilà, c'est pas le système seulement. C'est le nom, McDonald's. Ah, c'est ça, le nom. Il sait que même avec son nom à lui, ça marcherait pas. Voilà. Ah, ça. If you can beat them, buy them. Buy them, exactement. Et ça, c'est un truc très important. Ouais. C'est que oui, il n'y a pas que les éléments tangibles qui font un business. Oui, mais c'est là où tu vois toute son expérience, enfin, sa courbe d'apprentissage, elle est énorme. Oui, c'est sûr. Elle est très rapide, tu vois. Et il a une notion également marketing. Enfin, il a quand même un sens quand même de l'analyse de l'environnement, de la clientèle qui est très pointu, mais pour moi, c'est vraiment lié à ces années de terrain et en tant que commercial, à faire il a une connaissance intime. Oui, il connaît intimement l'américain. Exactement, l'américain, qu'est-ce qu'il attend dans un... C'est ça. Et donc, aller jusqu'à dire, l'américain, quand il entend McDonald's, l'américain qui est fier de son pays, quand il entend McDonald's, il a peut-être cette impression justement d'entrer dans un restaurant américain. Bah oui, il lui disait c'est les États-Unis McDonald's, c'est the American Church. Mais c'est simplement le point. Et je pense que tu as raison sur un point qui est très important. Et je sais pas, toi, est-ce que tu commences à avoir ce sentiment aujourd'hui dans le monde du marketing? C'est au bout d'un moment, tu es tellement longtemps dans un business que limite tu reconnais des choses qui se voient pas. Tu vois tout de suite des trucs, tu te dis ah non ça, je sais que ça va pas passer parce qu'il manque ça. Tu développes des liens, je sais pas comment on appelle ça, des patterns que tu reconnais. Tu vois, par exemple, l'autre jour, moi, je voyais quelqu'un qui voulait lancer une marque de parfum qui comparait à des marques de mode de luxe. Et tout de suite, à la façon dont étaient comparées les marques de mode de luxe, j'ai reconnu toutes les dizaines de personnes que j'ai vu lancer des marques de luxe sans réussir. Parce qu'elle employait les mêmes mots. Et c'est un truc, si on me demande d'expliquer, je saurais juste dire, elle a parlé exactement comme tous ceux qui ont échoué. Tu vois, c'est bizarre, tu vois, de dire ça. Mais quand tu l'as fait assez longtemps, tu sais reconnaître comment les parlent les gens qui vont... Est-ce que ces dizaines de personnes qui t'ont parlé de marque de luxe et qui n'ont pas réussi, est-ce qu'elles avaient une grosse expérience dans ce domaine-là? Non. Un autre truc, c'est des gens qui arrivent et viennent pour... Un truc, par exemple, que moi je dis souvent, qui a un mot-clé, on rigolait avec ça d'ailleurs de Angie, parce qu'avant de faire des produits digitaux, elle faisait de la mode aussi avec nous. Elle avait aussi sa plateforme. Elle disait, quand quelqu'un vient en disant « je veux changer l'image de l'Afrique », c'est game over. On a vu personne qui fait une marque qui marche, qui dit ça. La personne va te dire peut-être, les gens qui réussissent vont te dire, moi, je pense qu'il manque ça. Il n'y a pas de produit de créateurs africains qui soient comme ça. Donc, ils te décrivent quelque chose qui leur manque, un besoin. Mais ceux qui viennent pour une mission, je ne sais pas comment décrire ça, vague, là, qui ne correspond à rien. En fait, le problème, c'est que cette mission ne correspond à rien opérationnellement. Il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de maîtrise. Ouais. Donc, je ne sais pas si toi, tu as des trucs comme ça aussi dans le marketing, mais ça doit être le cas. Vous devez commencer à avoir des trucs où tu reconnais un marketeur qui pense qu'il est créatif, mais qui ne l'est pas, par exemple. Ou je ne sais pas. Non, après, tu as le truc traditionnel du temps que les gens passent sur les logos. Ah sur les logos, même le débat. Ils vont me dire, là, en ce moment, c'est la mode des logos ronds ou carrés. Enfin, tu vas avoir plein de choses comme ça. Ou, tu sais, il y a un débat en ce moment, même dans le groupe Telegram, sur les couleurs. Ah oui, exactement. Ouais, c'est ça. Vois, après, tout ça, c'est des choses qui existent. Hein. Ouais, mais c'est pas le problème d'en parler. C'est
le temps que tu y accordes. Je vois ce que tu veux dire. Par rapport à d'autres choses. Exactement. Et c'est ça la curiosité, la vraie. C'est si tu passes du temps à creuser le truc. C'est ça. Après, une autre erreur que tu vas aussi se retrouver chez les marketeurs, c'est qu'ils oublient parfois qu'ils ne sont pas la cible du produit qu'ils sont en train de vendre. Ouais, ils se disent, moi, ça, je kifferais bien. Ça me fait pas rire. Tu vois, ou moi, j'aime ça. Tu vois, ça ne me génère aucune émotion à moi, donc ça ne devrait générer aucune émotion à la cible. C'est ça. Donc, c'est très important de systématiquement commencer un argumentaire par ta capacité à montrer à quel point tu connais la cible. Très vrai. Il faut montrer que tu connais la cible. Dans le marketing, tu vas avoir ça. Donc, c'est en fait, ce que tu dis et ce que je dis, c'est le monde dans lequel on est. C'est le monde des raccourcis, finalement. Tu vois. Exactement. Parce que tous ces domaines d'activité, que ce soit le marketing, la logistique, la restauration ou autre, ou le luxe, il y a un process. Qui est derrière. Il y a un process de longues années, des gens qui ont fait des réflexions. Mais voilà, l'être humain est ainsi fait qu'il veut faire des raccourcis. Des raccourcis. Ah oui. Et ils ne savent pas pourquoi. Dans les raccourcis, il y a des impasses. Oui, des fois, dans les raccourcis, il y a des impasses. Après, on va dire des raccourcis, des fois, il y a l'innovation. Mais le tout, c'est il faut comprendre pourquoi le process est comme il est. Mais même, je pense que quand le raccourci devient une innovation, très souvent, tu as fait le long chemin. Avant, exactement, oui. Tu es déjà passé par Ou alors, c'est vraiment du hasard. Oui, c'est du pur hasard. Comment tu peux innover si tu ne sais pas le long chemin? Oui, c'est quand tu es dans le... Oui, par contre, c'est très vrai. Ce n'est pas un fait de l'esprit d'innover. C'est de l'action. C'est quand tu es dedans, tu te dis, attends, je l'ai fait 10 fois comme ça. Attends, je vais essayer de le faire comme ça. C'est pas de dire en regardant de loin et avoir jamais fait, non, je pense que tu devrais faire comme ça. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'il suffit de regarder pour dire, ah non, mais il pourrait faire différemment. Un peu comme on est tous à critiquer les sportifs. Non, mais comment il peut rater ça? Mon ami, il faut faire. Je sais pas s'il n'y a pas une matière à faire un épisode sur l'innovation. Ah bon? Comment se réinventer, comment créer des choses, comment être créatif. Ah oui, pourquoi pas. Écoute, si ça vous intéresse, dites-nous, mettez-nous en commentaire. D'ailleurs, il faut choisir un mot là pour la fin, Kaï, enfin. Ah non, mais là, c'est persévérance. Là, tu veux persévérance? Mais pour résilience? Oui, non. Mais finis par le... Mets, s'il te plaît, mon passage où il y a le gars qui parle. D'ailleurs, à un moment, même, il résume l'histoire en un seul mot. Mais parce qu'il a repris ce que le gars disait. C'est à 5 minutes 23. Persistance versus intelligence versus... 23 du début? Ouais, 5 minutes 23 du début. Tout au début. D'accord. Tout au début, 5-23. Au tout début, quand il est dans la chambre et qu'il l'écoute en train de se... Il est seul dans sa chambre d'hôtel et il écoute le... oui. Ouais. Et c'est ça, en fait, qu'il a redit à la fin. Voilà. Like a magical notion. Ouais. To create your future. Voilà. Story of my generation. C'est ça. And how to their lives. Voilà. And thinks about all day long. Tu es ce que tu penses tous les jours. Ah, ça a coupé. Non, et toi, tu es capable de dire à quoi tu penses tous les jours? Ouais, moi, c'est comment être profitable. Mais en ce moment, 5-23, ouais. Mais après, l'autre truc qui m'obsède toujours, c'est comment les Africains peuvent exporter. Donc ça, c'est vraiment un truc qui, moi, m'a toujours marqué depuis que je suis petit. Et tu sais, mon père, l'autre jour, il me disait qu'il faudrait que j'oublie pas que lui aussi, c'était son cas parce qu'il a fait une agence de voyage, certes, mais après, son second business, il a fait une usine de traitement de coton. Fitina. C'était l'une des premières usines au Mali de traitement du coton. Parce que notre coton était... Tout le monde dit le Mali est l'un des premiers producteurs de coton au monde. Et tout le monde disait qu'il fallait transformer. Mais personne n'y allait. Évidemment, mon père, il s'est dit, vas-y, c'est mon occasion de faire un truc énorme. Et tu vois, ce truc-là m'a toujours marqué. En fait, on a toujours ce truc, comme beaucoup d'Africains, on va dire, on a plein de ressources. Pourquoi c'est le monde qui fait de l'argent et pas nous? Donc moi, ça m'a toujours marqué. Mais je crois que en fait, tu étais à la fin. Tu n'étais pas au début du truc 5-23. Bon, tu avais une... Non, mais le persistence, où tu veux, tu mets quand lui le disait, mais c'est vraiment quand il dit persistence versus les gens intelligents. Non, ça c'est quand il pitch. Un peu plus loin. Mais sinon, on leur mettra l'extrait pour conclure. Ouais. Voilà. Il met le truc là. Voilà. Il met le tonton.
Persistence, c'est ça le mot en fait. Place of persistence. Talent want. Yay, il n'y a rien de plus commun que des gens unsuccessful avec du talent. Yeah. Education want. Educated fools. Exactement. Domination are all powerful. Defeated by anything. Voilà. Right. Improve health. Flow of energy. Every day to achieve their thing. C'est ça. Obvious to you. Bah, c'est vrai qu'à 52 ans, c'est ça qu'il faut le dire. Magical launch. Voilà, c'est ça que tu arrives à la fin. To create your own future. The of my generation is that human beings can alter the lives, the attitudes of mind. Voilà. Man is what he thinks about all day long. Donc voilà, moi c'est ça le truc auquel je pense tout le temps. Et toi, c'est quoi? C'est l'éducation toujours? C'était son YouTube de l'époque. Ouais. Ah, gars, c'est ça à l'époque. Tu prenais ton petit vinyle. C'est comme le podcast. Tu mettais ça avant de te coucher. Et c'est vrai que ça joue ce à quoi tu. C'est vrai que c'est aussi la valeur des rituels. On en parle souvent. Mais si tu rituelles régulièrement, tu penses à ça. Moi, quand je médite, oui, aujourd'hui, c'est bon. J'avoue, l'autre truc qui m'est venu cette année quand même, c'est la santé. Vu mon sujet avec ma jambe là. Je pense mais c'est par vague. Hein. C'est par vague, exactement. Ouais, c'est par vague. Et toi, tu penses à quoi du coup, all day long? Tu vois, à Paris, tu fais le McDo. Quoi. Ouais, symbolique quand même. C'est un truc qui me manque à Abidjan, j'avoue. On a Burger King, mais on n'a pas McDo. Tu vois. Quand tu as envie d'un petit Big Mac, tu vois, c'est quand même. Toi, c'est quoi du coup tu dirais que tu penses tous les jours? Ah, franchement, c'est vraiment, vraiment par vague. C'est vraiment par vague. En ce moment, par exemple, c'est les charges fixes. Bien sûr, tu te focuses sur ça. Ouais, c'est focus là-dessus, mais également, qu'est-ce que tu peux faire pour que tes talents en fait passent à un niveau supérieur. Ouais, tu vois. C'est ça. Et comment aussi leur donner des caps clairs. Ah oui, ça prend du temps. Même moi, ça prend énormément de temps. De définir les objectifs. Je pense qu'on sous-estime beaucoup ça. Ah ouais, ça prend vraiment, vraiment, vraiment du temps. Et qu'ils soient actionnables sur les bonnes choses et en même temps qu'ils puissent. C'est ça. Ça crée un système un peu, juste quoi. Ouais. Tout le monde sait ce qu'il y a. Il n'y a rien de pire d'avoir dans son équipe, dans l'entreprise, des personnes qui ne sont pas au courant. S'ils font bien ou pas. Et surtout de ce qui est attendu d'elles. C'est vrai. Tu vois. Très vrai. Et ça arrive plus que ce qu'on pense. Ah oui. Et tu ne peux pas juste espérer que les gens se rendent compte d'eux-mêmes. Ouais, voilà. C'est trop de travail. Ils ont déjà tout le quotidien à gérer. Ils ne peuvent pas en plus prendre le truc. Mais écoute, mot de la fin. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'ici. C'est persistance. Abonnez-vous. La persistance. Montrez-nous que vous êtes jusqu'au bout là en utilisant le mot persistance dans votre commentaire. Abonnez-vous, parce que je pense quand même qu'on fait un effort. Alors je répète, est-ce qu'il y a d'autres contenus que vous voulez qu'on fasse sur l'œil de l'entrepreneur? Parce que là, on a Social Network en tête. On a dit qu'on ferait un jour Phil Knight. Phil Knight, oui. Ça, il faut qu'on le fasse. Shoe Dog, voilà. Tu vois, non, ça, c'est le livre classique d'entrepreneuriat. Je crois qu'il est dans tous les top 10 d'entrepreneuriat de livres à lire. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres suggestions. Social Network, ça va venir très vite, avec une petite surprise dedans, mais ça vient très vite. Mais moi, je pense que d'ailleurs, j'aimerais bien faire Dr House. Mais dites-moi si mais j'ai pas vu. T'as jamais regardé Dr House? Non, c'est trop long en plus. Mais t'as regardé quelques épisodes quand ça passait, non? Non. T'as jamais regardé? J'allais dire, non, c'est rien à voir avec le Mentaliste en plus. Non, rien à voir. C'est deux trucs qui n'ont rien à voir. C'est très bien au demeurant Mentaliste. Mais Doctor House, t'as jamais regardé? Non, je les ai tous, hein, tu sais, le jour où t'es prêt à tout ça. Bon, déjà, fais The Boys. Toi, on avait dit tu fais The Boys. Ah oui, The Boys. Ça, c'est court. The Boys. Je sais pas ce que tu veux raconter. The Boys, il y a grave de trucs sur le capitalisme. Enfin bref, excusez-nous. Nous oublions. Voilà. Et puis, si vous avez des idées sur la manière de rendre ce format encore mieux. Encore plus interactif, ouais. Peut-être qu'on pourrait imaginer que, je sais pas, on est en live et puis, je sais pas, tout le monde a le film à côté. Enfin, je sais pas. Ah, sur Twitch? Ça peut se faire, ça. Ouais, mais on va pas commencer à se lancer sur Twitch. Moi, j'ai annoncé, hein, depuis que T-Pain a dit qu'il y a plus d'argent sur Twitch en jouant aux jeux vidéo qu'en faisant de la musique. Le jour où j'ai le temps, là, j'ai noté ici, ma carrière de Twitcher va commencer fort. À cause de l'argent.
Oui. Mais en fait, le problème, c'est que je joue déjà aux jeux vidéo, je gagne pas d'argent. Si je peux au moins gagner de l'argent en le faisant. Bon, tu vois le point. C'est quand même scandaleux. Ouais. T'imagines le truc. Je joue quasiment maintenant, tous les 2-3 jours, j'essaie de jouer maintenant. Partie de mes trucs qui me rendent. Tu essayes, ça devient un effort. Ça l'est moins, mais libérer le temps pour, oui. J'ai toujours d'autres trucs à faire. Ça t'apporte quoi? Il n'y a rien qui me détend comme les jeux vidéo. Il n'y a rien qui me ressource comme quand je joue aux jeux vidéo. Ok. Voilà. Ok. Bon. Ce sera un autre sujet. Merci à vous. Abonnez-vous, les amis. Et à très vite. Merci à tous. Et attends, on doit teaser des trucs, non? Ou aux parentalités, c'est ça? Ouais, l'épisode parentalité. La date arrive bientôt pour ceux qui veulent participer en public. Ouais, donc préparez-vous, soyez aux aguets. Abonnez-vous sur notre Instagram, parce qu'en général, c'est là où ça se passe quand on annonce les trucs. Ne pas faire genre, vous étiez pas au courant. Encore mieux, devenez membre de la communauté, parce qu'en plus, on me souffle dans l'oreillette que ça va augmenter. Les gens de la communauté, eux, ils ont accès aux places gratuitement à ces trucs-là. Donc voilà. Ok, allez. À ciao. À ciao.